Vos pendules sont à l'heure, il est 19h, c'est l'heure de Tea Time Ciné sur Radio Pulsar 95.9, émission spéciale Halloween, préparez vos films favoris. On a les nôtres et aussi un débat qui fait peur sur l'épuisement des franchises, mais toujours des jeux, des fous rires et de la bagarre. C'est Tea Time Ciné jusqu'à 21h, bienvenue à tous. J'allais me passer une vidéo. Oh, c'est quoi? C'est juste un film d'horreur. Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? J'en sais rien. Réfléchis. Oh, je sais, Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas un film d'horreur. T'as pas vu jouer Michael Jordan? Ladies and gentlemen, your attention please. Bienvenue dans Tea Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, si ça ne vous dérange pas? De l'eau. Vous devez prendre une tasse de thé. Excellente idée. Ils font un thé divin. C'est nouveau ça. Très astucieux. Joli cocktail. Splendid. Ça, c'est délicieux. Oh, c'est génial. Ah, je savais bien que ça serait bon. Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu permets que je goûte? On est pas bien là, hein? Maintenant il est fier. Allez, on y va. À la bonne heure. En route. Bonsoir. Bonsoir. J'étais en train de brancher mon portable. C'est bien. On est ravis. Comme ça, comme ça j'ai de la batterie tout le temps et je peux être connecté partout. Bonsoir à tous, bienvenue dans Tea Time Ciné, votre émission de cinéma tous les dimanches sur le 95.9, c'est Radio Pulsar à Poitiers. J'espère que vous allez bien, nous sommes là jusqu'à 21h pour parler de cinéma, c'est votre rendez-vous dominical hebdomadaire, ça ne change pas. This is the place to be, Tea Time Ciné, j'aime beaucoup parler anglais. J'espère que vous allez bien, que vous êtes allés voir des films parce que c'est très important pour la santé mentale. Il y a avec moi Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Impec. Très bien ton intro. Merci. Tu as très bien géré. Puisque Alice malheureusement n'est pas là, donc voilà, il faut qu'une voix féminine commence l'émission. Bonsoir Antoine. Bonsoir Greg, bonsoir à toutes et à tous. Et comment il va celui-ci? Eh bien ma foi, très bien également. Tu as passé un bon week-end de travail? Attends, Oui. week-end en plus. Oui, Le mec, en le week-end. mec il est en week-end un dimanche soir quoi. Tu dis ça toutes les semaines, hein? Oui je sais, mais parce que ça me rend haideux. Oui, mais le vendredi soir, je ne suis pas en week-end. Et moi je suis en week-end. Bonsoir Guillaume. Salut. Ça va? Ça va. Ça Donc, pourrait aller mieux, mais ça va. Pourquoi? Parce que tu vas parler de Terminator? C'est à peu près ça. Effectivement, nous allons donc parler de Terminator pendant cette émission. Si nous allons ensuite parler de Abominable, on va aussi revenir sur Hors Norme, le dernier film du duo Nakash et Toledano. Et ensuite, en partie magazine, ça sera un petit peu plus tôt que d'habitude. On va plutôt conseiller en tout cas, vous donner des conseils sur des films d'horreur pour Halloween, puisque dans 4 jours c'est Halloween. C'est mercredi soir Halloween, jeudi soir Halloween. Ensuite, nous aurons une interview de Alexandre pour son festival à Boulogne-sur-Mer. Il va nous expliquer ce que c'est son festival, aussi sur les films d'horreur. Ensuite, on va faire un petit débat, une petite discussion sur l'épuisement des franchises, puisque à l'heure où Terminator Dark Fate est sorti, en tout cas mercredi, c'est le 6e volet. Troisième volet, tout 6e volet. En fait, on s'en est perdu au niveau de la temporalité. On va se demander en fait si les franchises ne commencent pas à s'épuiser, en tout cas de plus en plus. Et ensuite, en fin d'émission, le fameux quiz Antoine. On n'a pas eu l'occasion de le faire la semaine dernière. On le fait cette semaine. Du coup, il y a 2 semaines de... Plus ou moins, oui. Il y a 2 semaines effectivement de news, d'actu, de citations, de déclarations. Ah. Eh ben, on n'est pas... Il faut avoir suivi l'actualité. Ah. Eh ben, je pense qu'on est dans le caca. Programmation des salles, les enfants, avant de parler des films en salle. Alors, je commence avec le CGR Castille, où vous pouvez retrouver actuellement à l'affiche Downton Abbey, Gemini Man, la fameuse invasion des ours en Sicile, Joker, Maléfique, l'Angle Mort. Également depuis mercredi dernier, plutôt Terminator Dark Fate, on va en parler, Guillaume va en parler avec beaucoup d'enthousiasme dans quelques instants. Hors Norme et Abominable également, dont on va parler dans l'émission d'aujourd'hui. Aussi Les Charbons Ardents et 5 est le numéro parfait. Et à partir de mercredi prochain sur les écrans du CGR, Dr. Sleep, Stephen King's Dr. Sleep, suite de Shining, Mon chien stupide et aussi Debout sur la montagne, le nouveau film de Sébastien Bette-Bédé que moi j'attends beaucoup, celui qui avait réalisé 2 automnes, 3 hivers notamment il y a quelques années, que j'avais adoré. Au TAP sinon,
Pourquoi pour pas. parler des séances du TAP actuellement à l'affiche. Alice et le maire, Papy Chat, Chambre 212, Tout est possible, Mathias et Maxime. Donc là-dedans, il y a beaucoup de films dont on a déjà parlé dans l'émission. Shaun le Mouton également. Et Greg oui, nous en a on parlé. est à la pointe de l'actualité ici. Hein. Et Greg vous l'a fortement conseillé la semaine dernière. Aussi à l'affiche Martin Eden, Sorry We Missed You, le dernier film de Ken Loach, Willy et le lac gelé, Ma folle semaine avec Tess, Le traître, Pour Sama. Et à partir de mercredi prochain, Un monde plus grand et la cordillère des songes. Voilà pour le TAP. Et je termine avec le Dietrich. Le DJ. Toujours à l'affiche Camille, qui a pris la suite de Jeanne. Donc Camille, toujours à Je l'affiche. pense qu'on va faire la vanne toutes les semaines. Celle-ci. Oui, Je absolument. pense que- Voilà, Jeanne de Voilà. Bruno Dumont, qui n'est plus à l'affiche, mais voilà, c'est toujours sympa de le rappeler. Camille, donc toujours à l'affiche. Lou tendre et loufoque, la fameuse invasion des ours en Sicile, qui est aussi désormais disponible au Dietrich. Nos défaites, Jacob et les chiens qui parlent. Ad Astra, Parasite, toujours à l'affiche. Et à noter que ce soir, après l'émission, il y a une séance à 21h et que c'est la dernière séance de Parasite au Allez-y. Dietrich. Voilà, Oui, allez-y. quelques semaines après sa sortie. Donc voilà, si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est le moment ou jamais, allez-y, parce que c'est excellent. Et à partir de la semaine prochaine, Cocody, Cocoda, Pat et Matt en hiver, et jeudi soir, à l'occasion d'Halloween, Evil Dead 2 au Dietrich. Encore. C'est un cliché maintenant de diffuser ce film. Evil Dead 2, un film de Sam Raimi. Je crois que t'as vu Parasite, Guillaume. Ouais, je l'ai vu Tu la l'as- semaine dernière. Et donc du coup, C'est très très cool. C'est le genre de film qui fait du bien. Après, ça vient de Corée, donc le cinéma coréen est toujours un peu surprenant, mais non, c'est très généreux dans la réalisation, les plans, tout. Et bon, je vais pas parler de la fin, mais il y a de bons moments de. hyper surprenant. Il y a Très de bonnes surprenant. séquences, hein. Ouais. Très, Notamment très, quand ils doivent se cacher là. On n'en dit pas plus, mais. Non, tout. tu vois. Le début, j'ai trouvé ça long. Je fais, qu'est-ce que je vais voir? Il va falloir faire un truc un peu abstrait, et tout. Non, pas du tout. Voilà. Ne lisez rien sur le film, regardez-le juste. Eh bien, on commence les films qui sont en salle. Oui, Gaël. En salle. Le mec en a marre d'entendre ce jingle toutes les semaines, il pète un câble. Allez, premier film de la soirée les enfants, c'est le dernier film de Eric Toledano et de Olivier Nakache. C'est Hors Norme, un film avec Vincent Cassel et Reda Kateb, entre autres, parce qu'après il y a une multitude de d'acteurs et d'actrices qui jouent dans ce film. Je l'ai vu ainsi que Jeanne. Et Jeanne, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Alors, hors norme, du coup, on rentre dans le quotidien de Bruno, donc interprété par Vincent Cassel, et de Malik, interprété par Reda Kateb. Donc, ils sont tous deux responsables de deux associations qui travaillent ensemble pour les personnes atteintes d'autisme sévère, voire même extrêmement violent. Des enfants, des ados, des adultes dont personne ne veut s'occuper parce qu'ils sont très difficiles à gérer. Et eux, ils vont pas hésiter à trouver les solutions pour pouvoir les accueillir, rendre leur vie meilleure que dans les instituts qui les traitent avec trop de médicaments et pas assez de temps. Donc ils vont les faire danser, faire du sport, cuisiner, mais surtout prendre l'air en fait et pas les renfermer. Et la particularité ici, ça va être que chaque personne atteinte d'autisme est accompagnée par un référent qui s'occupe de lui et seulement de lui pour être sûr de le connaître et de répondre à ses besoins du mieux possible. Et c'est aussi là en fait que ça va devenir très très touchant parce que les référents sont des jeunes issus des banlieues à qui personne n'a voulu donner sa chance finalement. Et donc on a deux mondes complètement distincts qui se mêlent et rien que ça m'a scotché. Est-ce que tu as précisé qu'il y avait le spectre d'une certaine administration qui est là aussi ? Pas encore. Pas encore ? T'allais le dire ? Oui. Bon, vas-y. Parce que donc, les histoires en fait elles sont belles, elles sont toutes différentes mais elles sont toutes magnifiques et chaque relation est vraiment unique. Donc par exemple on va rencontrer Joseph qui vit avec sa maman mais qui n'est pas tout à fait autonome parce que par exemple il n'arrive pas à prendre le métro sans tirer la sonnette d'alarme ou alors il demande constamment s'il peut taper sa mère ou pas. Et là c'est Bruno en fait qui va l'accompagner, qui le soutient, qui l'emmène un peu partout. Où on va rencontrer aussi Valentin, atteint d'un autisme agressif et qui va régulièrement s'en prendre à lui-même. Et là, lui, il est accompagné par Dylan, donc c'est un nouvel arrivé dans l'association et il n'a pas encore toutes les clés pour comprendre comment il doit agir face à ce type de comportement. Et en fait, toutes ces histoires, elles sont toutes différentes, elles sont toutes belles, mais c'est surtout en fait des personnes qui vont nous apprendre la persévérance, l'engagement pour s'occuper des autres.
Et c'est en fait là on nous présente, donc comme tu le disais Greg, on nous présente un moment où l'association de Bruno, donc la Voix des Justes, va devoir justifier de ses choix parce qu'elle n'est pas agréée, donc elle va devoir faire face à Ligas qui va poser des questions en fait à tout l'entourage. Qui va la faire chier. Tout, voilà, c'est ça. qui va demander à tout l'entourage de cette association, les personnes qu'elle a traitées, les familles des personnes qu'elle a traitées. Qui va demander si tous les choix sont justifiés, si toutes les dépenses en fait sont justifiées. Et on va vite se rendre compte que finalement, si on n'avait pas des gens comme ça qui s'occupaient de ces personnes-là, finalement personne les aiderait, personne les accompagnerait. Et je voulais surtout ajouter en fait la musique qu'on va écouter tout à l'heure, qui est utilisée tout au long du film. Elle est ultra poignante parce que c'est quasiment la seule, je crois, qui sera utilisée pendant tout le film. Et il me semble qu'il y a quelques variantes, je crois. C'est ça. Mais effectivement, c'est toujours le même thème. Voilà. Et en fait, à chaque scène où elle est utilisée, parce qu'elle n'est pas utilisée tout le long du film, mais à chaque scène où elle est utilisée, elle est frissonnante. Et sans rien dévoiler, c'est plus particulièrement sur la scène finale. Moi, elle m'a émue aux larmes tellement elle était magnifique, cette scène. Donc, hors norme, voilà, pour moi, c'est une jolie pépite. Je vous recommande vraiment, vraiment d'y aller. Parce que, en plus, c'est vrai que l'autisme, c'est pas forcément des choses qu'on va voir énormément au cinéma. Et là, c'est bien traité. C'est beau, c'est hyper touchant, c'est hyper attachant. Donc, c'est traité avec beaucoup d'humanisme. Ouais. Mais ça reflète finalement la filmographie de Nakache et Toledano. C'est-à-dire que derrière ce message, des messages de solidarité, d'humanité, si je puis dire, mais en fait, il y a toujours derrière des petites complications, mais qui viennent justement mieux embellir ce côté solidaire qui veulent vraiment faire émaner de leur film. L'un de leurs premiers films, je vais y arriver, c'était Nos Jours Heureux. C'est un de mes films préférés parce que je trouve que tout est juste dans ce film. Ça traite vraiment du centre de loisirs, des colonies de vacances plutôt, etc. Donc c'est vraiment très bien traité, et je trouve qu'à chacun de leurs films, dans leurs thèmes sociétaux, c'est toujours traité avec justesse, toujours avec sans jugement, si je puis dire. C'est toujours juste, avec humanisme, et il y a toujours cette petite cette administration toujours comme antagoniste, que ce soit dans Le Sens de la Fête, que ce soit dans Hors Normes, que ce soit dans Nos Jours Heureux aussi, avec Jeunesse et Sport qui viennent inspecter. Il y a toujours cet antagoniste, parce qu'il n'y a pas forcément d'antagoniste dans leurs films, à part cette administration qui viennent un peu qui vient leur chercher leur mettre des bâtons dans les roues, parce qu'ils viennent chercher des réponses à des questions que personne s'est posées auparavant, parce que on n'est pas là pour ça en fait. C'est ça, parce que les personnages principaux, les protagonistes dont on suit les histoires à chacun de leurs films, sont là juste pour faire de l'humain, être en contact, faire du social. Et je trouve que leurs films sont toujours justes, et Hors Normes ne déroge pas à la règle. Vraiment, on est vraiment attendri par ce sujet. C'est vrai que c'est difficile de voir des personnes qui sont atteintes d'autisme, mais voir ce genre vraiment toute cette solidarité, ces éducateurs qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour vraiment essayer de leur apporter des choses qu'ils ne voient pas dans la vie de tous les jours, au lieu de leur bourrer des cachets dans la tête. Non, là ils sont là vraiment pour leur proposer des activités, et je trouve ça vraiment très beau. Vincent Cassel, il est encore une fois extrêmement juste dans son jeu. Vraiment, il y a des séquences il y a toujours des séquences dans ces films, dans leurs films, je vais y arriver, parce que c'est un duo dans leurs films, où il y a vraiment un zénith, une apothéose dans leurs films, et Vincent Cassel, à la fin du film, quand il fait face du coup à toutes ces difficultés, et il m'a ému. Ouais. Vraiment, c'est un truc de fou. Toute la tension du coup qu'on a accumulée pendant ces 1h30 se révèle en fait explosif. Ouais, finalement à la fin, tu prends ça tout dans la tête. Dans la tête, et avec Vincent Cassel, c'est juste et c'est fou. Après voilà, on oublie les autres personnages, les autres acteurs aussi. Reda Kateb. Il est fou. Enfin moi j'ai adoré son personnage, parce que c'est
Voilà, c'est un mec ce personnage-là, il venait de la rue lui-même, enfin il venait des banlieues lui-même et il a monté son assos et il a pris des jeunes issus du même milieu que lui pour leur montrer qu'ils avaient une chance et que c'était pas que tout n'était pas voué à l'échec pour eux. Et c'est vrai que c'était ce que j'avais trouvé d'extrêmement cool, c'était dans la vie scolaire par exemple, c'était qu'on parlait de ces jeunes-là. Mais là encore, on parle de ces jeunes-là qui galèrent et qui reçoivent de chance de personne. Là, en plus, ils arrivent dans une assoce avec un boulot, mais vraiment pas facile, parce que gérer des personnes avec des autismes très très sévères, là, c'est vraiment des autismes agressifs. C'est même pas, c'est même pas. L'autisme, c'est toujours violent, mais c'est vrai que là, c'est vraiment des autismes littéralement violents, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui frappent les gens, qui se frappent eux-mêmes. Donc c'est d'autant plus difficile pour les jeunes issus des banlieues d'arriver dans ces assos. Et il le dit lui-même à un moment donné où il va dire mais il y a aucun diplôme qui prépare à se prendre des droits dans la gueule toute la journée. Donc ça reflète bien la réalité de ce genre d'association. Et donc voilà, donc hors norme vraiment. Ils ont encore frappé juste, hein. Voilà, Nakache et Toledano, je trouve qu'à chacun de leurs films, j'ai pas vu Samba, non plus. Je l'ai pas vu, mais vraiment, je trouve qu'à chacun de leurs films, ça tombe juste et ils frappent juste. Voilà, donc hors norme, ça ne déroge pas à la règle. Franchement, c'est un bon film, un très bon film, très émouvant, très humain, et ça fait du bien, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est juste, on ressort du film, on est un peu soufflé quand même. On est, ouais. Moi, j'ai été assez scotché, j'ai eu du mal à me relever. Par la fin du film, parce que du coup, tout ce qu'on se prend, finalement, en fait, on se prend aussi un uppercut à la fin du film. Hors norme, allez-y, c'est sorti cette semaine, c'est dans toutes vos salles à côté. Voilà, donc pause musicale. Justement, nous allons écouter une musique qui provient de ce film. Jeanne. C'est Blood Flow des Grand Brothers. Grand Brothers. Et on revient dans 3 minutes pour parler de Abominable. Et ce n'est pas le titre de Terminator Dark Fate. Pas de spoiler. Mais c'en est sa critique. On balance. Vous êtes bien en direct sur Radio Pulsar 95.9. Nous sommes là jusqu'à 21h pour parler de cinéma. Et je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez nous écouter en podcast sur le SoundCloud de Titan Ciné. Vous tapez sur la barre de recherche. Et vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube. Nouveauté, voilà, où vous avez juste l'image qui apparaît et avec les. Comment on appelle ça, Guillaume? Un audio wave. Et la vague d'onde. La vague d'onde, c'est génial. Moi, je suis hypnotisé par cette vague. Ça sert pas à grand chose. Mais... Ah non, moi j'adore. Mais c'est beau. Donc du coup, voilà, vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube, mais aussi en direct. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir avec nous sur le Tea Time Ciné, sur le Twitter, pardon, @Team Time Ciné. Et pour le moment, nous allons parler une fois de plus des films qui sont en salle. Les films en salle. Et donc on continue avec Abominable, un nouveau film d'animation sorti cette semaine par Jill Coulton. Et c'est Jeanne qui a vu ce film d'animation puisque c'est une grande enfant dans l'âme. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Je crois que tu es plutôt enthousiaste. Plutôt. J'ai beaucoup aimé. Donc Abominable, c'est l'histoire de Yi. Yi, c'est une jeune femme chinoise qui rêve donc de faire le voyage que son père n'a jamais pu faire auparavant. Yi est très solitaire, elle aime pas rester en place et c'est pour ça que lorsqu'elle rencontre ce gros Yeti qui squattait le toit de son immeuble, elle va tout de suite s'attacher à lui et se déterminer à le ramener jusqu'à chez lui. Donc on va découvrir une jeune fille qui souffre beaucoup de la mort de son papa et qui a besoin d'un échappatoire. Mais Everest, le Yeti, donc, est recherché par son propriétaire afin de prouver à tous qu'il n'est pas fou et que ces animaux existent bel et bien. Donc le film devient une course-poursuite et on découvre la magie donc d'Everest qui va nous offrir plusieurs scènes assez magnifiques. Mais surtout, le spectateur va voyager avec les héros et découvrir des lieux tout aussi beaux les uns que les autres. Donc là, l'histoire, elle est d'autant plus belle qu'elle est dans l'air du temps parce que on le voit très vite grâce à plusieurs personnages. Notamment Jin, qui est le voisin de palier de Yi, qui est présenté comme très superficiel, qui travaille tout dans son apparence, qui est constamment sur les réseaux sociaux.
et qui va malgré lui devoir partir à l'aventure et qui va y apprendre 2-3 choses quand même. Et on rencontre aussi Peng, le cousin de Jin, plus jeune, qui ne pense qu'à s'amuser et jouer au basket et qui va vraiment se lier d'amitié avec Everest. Et donc après Dragon, DreamWorks nous présente encore une grosse bestiole que t'as envie de ramener chez toi après le film et que t'as envie de câliner tout le temps. Et encore une fois, c'est ultra attachant, c'est tout aussi doux que peut l'être Everest. Et c'est une belle aventure que nous offre DreamWorks avec un message tout aussi fort que Dragon 3 sur la nature et les hommes. Et en fait, ça fait beaucoup de bien de sortir et de se sentir comme si on avait vraiment, vraiment pris l'air. Et moi, vraiment, voilà, j'ai adoré le film. Je me suis évadée pendant 1h30. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que même en restant dans ma salle de ciné, je me suis sentie voyager avec eux. T'as pas eu trop froid, ça va ? Non. Non, ça va. Non, ça va. Mais voilà, je me suis vraiment sentie partir au grand air avec eux et découvrir des lieux hyper insolites et des lieux hyper beaux. L'animation, elle est vraiment sublime. Bon, après... ils nous avaient habitués à quelque chose de sympa quand même avec Dragon, donc de ce côté-là, je suis pas vraiment surprise. Mais non, c'est vrai que là, c'est une jolie histoire qu'ils nous ont sortie pour les vacances. Et ouais, si vous avez des enfants, moi, je vous conseille d'y aller avec eux parce que c'est vraiment beau et ça plaira à tout le monde. Ça plaira aux enfants comme aux adultes. Ouais, parce que j'ai vu une critique là sur les réseaux sociaux, comme quoi effectivement ça allait plaire surtout donc aux adultes, parce qu'il y a aussi une passation de l'adolescence au monde adulte. Ouais, parce qu'en fait, donc Yi, c'est une fille qui doit avoir à peu près 18 ans parce que elle vient, d'après ce qu'on comprend dans le film, elle vient de finir le lycée, elle doit partir à la fac. Donc voilà, c'est vraiment par analogie, une période charnière pour tout ado qui se respecte. Non, mais c'est ça, à la fin de la scolarité, on passe, entre guillemets, on passe le bac ou le diplôme selon les pays qui correspond. On voit l'indépendance arriver. Et là, on sort de la filière qu'on est entre guillemets plus ou moins obligé de suivre, ou qu'on nous oblige à suivre, collège, lycée, enfin école, collège, lycée. Et là, on doit faire un choix qui est assez important, qui compte pour le futur. Et donc oui, c'est ce passage-là. Un peu de l'autre côté, du côté adulte. On sent un traumatisme chez toi quand même cette période. Non, ça va. Alors, mon choix était plutôt. Après, on m'a beaucoup tanné. Les profs m'ont beaucoup tanné pour me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas fait. Du coup, voilà, j'ai fait mon propre choix. Mais c'est vrai que c'est une période où les profs voulaient m'envoyer absolument dans une filière que je n'ai absolument pas suivie. Mais et c'est laquelle ? Vas-y, dis-nous. Là, les profs, alors, je te jure. Alors déjà, pour tout vous dire, on s'en fout en soi. Hein. déjà en seconde, les profs voulaient m'envoyer en S, ce que je ne voulais absolument pas. J'ai fait un bac STG, qui est un bac technologique du coup. Et il y a même un prof, ça pour le coup ça m'a marqué. Il y a un prof qui m'avait dit en entretien, si tu étais mon fils, je t'interdirais de faire STG, je t'obligerais à faire S. Et bien j'ai fait STG. Mais c'est vrai que cette remarque à la radio, on train de dire des conneries. Cette remarque-là m'avait beaucoup marqué. Et ensuite, après le bac, les profs voulaient m'envoyer en prépa à la Venise Verte d'ailleurs à Niort, toi Jeanne qui est niortaise. Et j'ai fait un UT GEA. Tu as bien fait. C'est tout à fait classique. Non mais c'est dingue à quel point on a parfois des traumatismes ou des phrases qui nous restent de certains profs. Ah oui, mais Léo, si t'étais mon fils, je t'obligerais à faire S. C'est vrai qu'il m'avait un peu. Ah mais il est violent, et c'est violent ça. Oui, pas mal. Hein. Bah, je suis bien content de pas être son fils. Tout ceci est abominable. C'est juste pour revenir un peu au film. Mais c'est bien. Oui, c'est vrai. Une belle transition. Ça fait 10 minutes que je la bosse. Non mais c'est vrai. Que du coup pour revenir effectivement à Abominable, c'est vrai que c'est quand même les créateurs de la saga Dragon et qui est une saga aussi où alors j'ai pas vu Abominable, mais effectivement il y a des thèmes plus adultes dans le fond derrière le côté très mignon du dessin, très beau et très mignon du dessin qui forcément plaît aux enfants. Il y a toujours des thématiques chez eux qui sont vraiment plus adultes, et ce qui permet au film d'être assez transgénérationnel. C'est vraiment pour ça que ça s'adresse à tout le monde, et moi il y a des thèmes écologiques, hein, pour moi c'est clair et net. Il y a beaucoup de thèmes écologiques, donc c'est vrai que les dessins ils sont très beaux, le Yeti il est adorable, il a l'air tout doux, mais pour Noël je t'offrirai une peluche Yeti si tu veux. Non, c'est bon, merci. Bon Est-ce que DreamWorks mais est le non, nouveau parce que Disney? j'ai déjà trop de peluches chez moi, j'ai Stitch qui dort sur mon lit, donc à un moment donné... Moi ça me fait plaisir de t'offrir Abominable. Il y a plus de place pour personne dans cette chambre. Voilà. Désolé. Je repose la question. Parce que, on revenait au film. Non, est-ce que DreamWorks est le nouveau Disney? Le Disney de notre enfance, donc il y a 20 ans qu'on aimait bien. Ça c'est dur comme question. Hein. Non. J'entends pas bien. Non mais c'est une vraie question qu'il pose, parce que c'est vrai qu'avec Dragon non, mais et c'est pour ça que t'es là dans l'équipe aussi, pour poser les bonnes questions. Je vais pas compter sur Antoine pour poser les bonnes questions, mais effectivement je trouve que en ce moment DreamWorks
prend. Il y a DreamWorks et Pixar aussi, les alors, deux. Pixar, Pixar pour moi est vraiment indépendant de Disney, c'est-à-dire qu'ils font encore les films un peu qu'ils veulent. Même des Toy Story 4, tout ça, c'est leur film à eux, on le sent. Et je crois que c'est Les Indestructibles 2 où moi le film m'a moins parlé parce que j'avais l'impression que c'était peut-être Disney qui remettait aussi qui retirait un peu trop la couverture. Mais voilà, pour moi il y a eu Disney dans les années 90, Pixar dans les années 2000, donc du coup ils ont continué un peu, du coup DreamWorks avec notamment Dragon qui est assez cool pour ça. C'est vrai que là je suis en train de réfléchir. Mis à part la saga Dragon, DreamWorks, ils ont pas fait. Enfin, il y a rien d'autre qui m'a marqué en fait à part cette trilogie. Donc. Là du coup avec Abominable. Voilà, Abominable, c'est très chouette. Il y aura qu'un film. Enfin, moi je pense vu la fin qu'il y aura qu'un seul film. Donc. Ouais, si on veut considérer que c'est le nouveau Disney, pourquoi pas, mais c'est. C'est eux Kung Fu Panda aussi, non Oui. J'ai pas vu Kung Fu Panda. Oui, c'est ça, c'est DreamWorks. Ils ont aussi les Shrek. Les Shrek, mais c'était Madagascar, dans un style un peu plus. Madagascar. Les 5 légendes aussi, c'était eux, qui pour le coup est très cool. Mais voilà. Ouais, je sais pas si c'est le nouveau. Enfin, c'est vrai qu'ils ont l'air de partir dans une direction plus adulte, plus adulte, enfin plus intéressante avec des gros guillemets. Hein. Mais peut-être plurigénérationnel plutôt. Oui, c'est ça. Peut-être aussi le côté transgénérationnel dont je parlais, qui peut plaire à la fois aux parents et aux enfants, et ce qui fait qu'on peut y aller peut-être plus facilement en famille. Alors après, même chez Disney encore, hein, c'est vrai que ça parle aussi peut-être encore beaucoup aux parents. Après, c'est vrai qu'on est peut-être une génération où nous, les nouveaux Disney, ça nous gonfle parce que c'est plus, ça nous parle pas trop. Quoi. Surtout les films live. Enfin, ils savent plus trop quoi faire. J'ai l'impression. Ils arrivent à un moment où ils font beaucoup de 2 qui deviennent officiels, alors qu'avant, dans les années 90, les numéros 2, c'était du direct ou VHS. Oh là là, VHS à l'époque. Et ouais, mon gars. Ouais, donc, Aladdin 2, Le Roi Lion 2, tout ça, c'était sorti. Aladdin. Pardon. Voilà, super, merci Greg. Et donc, c'était abominable ton jeu de mots, je trouve. Moi, j'ai bien aimé le jeu de mots. Tout ça pour dire, sinon, faites regarder les Ghibli à vos enfants. Ouais, ça c'est pas une mauvaise idée non plus. Je valide. Borat qui nous dit que DreamWorks a fait quelques bons, voire très bons films. La Route d'Eldorado, Le Prince d'Égypte, les premiers Shrek, les 5 légendes, Spirit et les dragons. Mais il y a les autres qui sont souvent très ratés. Après, il y a des trucs, Spirit c'est très mignon, mais c'est très moyennasse quand même. Oui, c'est pas extraordinaire. Je crois c'est pas ça dragon, raconte pas grand chose. Oui, je crois que je l'ai complètement oublié. Spirit, c'est le cheval là qui. Oui, c'est ça, c'est le poney avec qui court dans les champs. l'Indien, le cheval, c'est ça. Oui, après c'est assez quelconque, mais bon, il propose plein de trucs. Mais c'est vrai que Dragon, ça m'a rappelé plutôt les. Ça m'a rappelé les films justement, les Rois Lions, etc. Au niveau grandeur de film, quoi. Ce que Disney ne propose plus. Et donc du coup, Abominable, tu le conseilles? Je le conseille vivement et profitez-en pendant les vacances parce que du coup ça peut être très sympa à voir avec les enfants. Oui, parce qu'il reste une semaine de vacances, donc allez-y, profitez-en. Et je sais de quoi je parle. Allez, prochain film. Moi je connais pas, je sais pas. Ça y est, donc nous y sommes. Nous y sommes donc pour parler du gros film, on va dire du grand film ou du gros film de la semaine. Gros film. De la semaine, donc c'est la suite de Terminator, en tout cas la suite Terminator Dark Fate. Voilà, on sait même pas la suite du deuxième ou la suite du cinquième, on sait même pas où le classer celui-ci, mais d'après James Cameron, ça se situe après le 2 parce qu'il faut oublier le Terminator 3, le Terminator 4 et le Terminator 5. Et on dirait X-Men, hein, votre truc là. Ouais, je pense que James Cameron il a dû se fumer un gros pétard à la Fox et il s'est dit allez, on va faire comme à la Fox, on va tout oublier, tout ça. Bon, en tout cas, Dark Fate avec Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor. Elle est revenue, she's back. Oui, merci Greg. Et aussi Arnold Schwarzenegger qui est de retour dans son rôle de Terminator. Il y a les autres aussi, je n'ai pas les noms en tête. Mais bravo. Désolé. Il y a Mackenzie Davis. Oui. Et donc, je l'ai vu ainsi que Guillaume, on en a longuement discuté dans la voiture pour venir à la radio. Je t'en prie, essaie de faire un résumé de ce qu'on a dit en 2 heures, en 10 minutes. Et ça va être long. Alors c'est abominable. Et c'est hors norme. voilà. Non, alors j'ai lu d'autres trucs entre-temps sur pourquoi ils ont effacé 3, 4, 5 et visiblement c'est des problèmes de droit avec son ex-femme.
les droits de Terminator sont passés de studio en studio, c'était une sacrée catastrophe. Bon, bref. Ouais. Admettons que ce soit la suite du 2. Hein. Admettons. Pourquoi pas. Mais c'est dommage. De toute façon, dès le début, les 2 premières minutes de ce Terminator nous expliquent clairement que les 3, 4, 5 n'existent pas grâce à une scène qu'il ne faut absolument pas spoiler car c'est l'une des rares scènes intéressantes du film. C'est la meilleure scène du film d'ailleurs. C'est très surprenant. Mais je m'attendais pas du tout à ça et je me suis dit tiens, on va peut-être se faire plaisir avec ce film et puis non. Bon. Après ça suit le schéma classique d'un Terminator, hein, c'est-à-dire une machine qui fait boum boum, qu'on n'arrive pas à taper, on fuit, il y a des camions qui explosent et puis on fuit et puis voilà. Finalement, pour résumer le film, c'est calqué sur l'intrigue de Terminator 2. Alors, mais c'est ce que déjà faisait Terminator 3. Et alors, Terminator 3 n'est pas un chef-d'œuvre. Oui, mais alors, du coup, comme il faut oublier le 3-4, du coup, on dit qu'il s'est calqué sur le Terminator 2, l'intrigue. Voilà. Ouais, mais au final, les 3 premiers Terminator, l'intrigue est la même. On fuit un monstre qu'on peut pas tuer. Voilà, c'est tout. Globalement, avec la même musique dans tous les films. Hein, il y a 4 musiques sur 8 qui ont été reprises de Terminator 2 pour dire à quel point ils se sont vraiment inspirés. Même si globalement c'est les thèmes principaux de la saga, mais c'est ce que je te disais, c'est que y a pas de prise de risque quoi. Bah, après ça reprend la musique, le thème principal de toute la saga qu'il a utilisé. C'est comme si tu enlevais le thème de James Bond. Ouais, c'est ce que je te disais. C'est que ça fait bizarre après si tu enlèves la musique emblématique d'une franchise. Et tu peux aussi mettre d'autres musiques pour un peu agrémenter le film. Bon, ça c'est une autre histoire, mais grosso modo donc j'ai pas trop aimé le film. C'est pas un navet, c'est pas nul, mais il y avait vraiment mieux à faire, je pense. James Cameron s'est vanté d'être là à l'écriture, à la production. Au final, on sait pas trop ce qu'il a fait dans le film, parce que le film, c'est assez vide. Ils reprennent des idées du 3, du 4 et du 5, donc qui ont été effacées. Oui. Donc c'est très bizarre, mais ça apporte pas grand-chose en fait. Mais vraiment. C'est-à-dire que je vais pas spoiler l'histoire, mais il y a plein de trucs qui sont passés dans les 2 premiers. Ils disent non, on fait autre chose. Voilà de quoi parle Terminator. Et puis, Schwarzy revient, mais ils ont complètement trucidé le personnage. Enfin, ils en ont fait quelque chose qui était intéressant, mais exploité d'une manière complètement maladroite. Par contre, Linda Hamilton est vraiment parfaite. Elle revient dans un rôle bien badass, donc ça c'est très cool. Si vous l'avez apprécié dans le 2 et le 1, je pense que dans ce 3 bis 6 Dark Fate, 2.5. elle vous plaira. Voilà, dans ce 2.5, voilà. Elle a pris un peu d'âge, mais elle reste toujours hyper badass. Mais globalement, il y a plein de choses bien. Le casting, moi je le trouve bien. Alors il y en a plein qui râlent sur le côté féministe du film, disant ouais, ils ont mis 3 femmes, mais ça fonctionne. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait, ça m'a pas choqué, donc que ces gens-là aillent faire autre chose. Mais après globalement, visuellement, c'est pas fou. Il y a pas de vraie scène où on se dit ouais, celle-là, elle a été réalisée. Voilà, dans Terminator 2, la scène dans les canaux de Los Angeles avec le camion qui passe à travers le pont. Enfin voilà, il y a des scènes un peu folles qui restent en tête. Là, malheureusement, j'ai pas de vraie scène où j'ai vraiment pris de plaisir à regarder. Alors, je vais te rejoindre. C'est vrai que c'est compliqué de passer après Terminator 2 parce que, on le disait, c'est vrai que Terminator 2 finissait finalement l'histoire à la fin. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Terminator 2, on va pas forcément le dévoiler la fin. Mais, en tout cas, l'histoire était close, pardon. T'es prof? Était close. Et là, du coup, il revient avec ce 6e volet. Il essaie de se renouveler, mais ça marche pas parce que il a pris plein de petites intrigues qui étaient distillées dans toute la saga pour en faire un film best-of, si je puis dire, de ce qui avait été auparavant écrit. C'est que c'est un renouvellement qui n'en est pas un. Exactement, parce qu'il a repris les mêmes codes, ou du moins les mêmes trames narratives du 5e, voilà, je vais pas le cacher, pour en refaire une sorte de Terminator 2.0, enfin, ou 2.5, et c'est pas forcément intéressant. Enfin, si, ça aurait pu être intéressant si ça avait été mieux écrit. Malheureusement, l'écriture est extrêmement faible, je trouve. Il y a pas forcément de cohérence, il y a pas de vrais enjeux. Non, à part ceux qu'on connaît déjà depuis le Terminator 1 et le Terminator 2, il y a pas d'enjeu finalement dans ce film et c'est fade. Il y a que peut-être je sauve peut-être les 20 premières minutes, les 20-25. La première demi-heure, voilà. Globalement, alors là c'est le truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il s'attarde pas trop. Alors hormis cette petite intro
qui était très cool, voilà. Dont au moins ça surprend, quoi. Voilà, ça surprend. Après, bon, il y a l'arrivée des Terminator, tout ça. Présentation des personnages, ça va assez vite. Donc ça, j'ai trouvé ça bien parce que c'est vrai qu'on a vu les films, on sait, c'est bon, on va pas passer 3 heures sur une présentation. Et après, première échappée, on a tous les personnages qui sont à peu près là globalement. Et puis là, ça fonctionne bien. Mais après, ça repart dans on sait pas trop ce qu'on vous raconte, mais on espère que ça va vous plaire. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage. Moi, j'ai mis les 30 premières minutes sont sympas, mais classiques. Voilà, c'est vrai. Et après la fin, il y a pas de grande scène, il y a pas de, il y a rien de vraiment. C'est du déjà vu. En fait, c'est ce que je te disais en venant, c'est il y a plein de péripéties, mais elles n'apportent strictement rien à part rajouter du contenu au film. Voilà. Il y a à peu près 30 ou 40 minutes de film qu'on peut retirer sans que ça change quoi que ce soit au film, je pense. Voilà. Ça n'avance pas finalement. Voilà. Puis même, Cameron a toujours été fort pour mettre des thèmes un peu sous-jacents dans ses films, que ce soit critique de l'armée avec les aliens, etc. Là, il y a le mur de Trump. Ouais, super, il y est. Mais on en parle 20 secondes et puis c'est fini, quoi. Enfin... Voilà, c'est un peu dommage. Je comprends pas trop et visiblement donc ça va être une trilogie. Ben là, elle est sacrément mal embarquée, je trouve. Ouais, parce que du coup, c'est James Cameron qui l'a dit. Hein, c'est ça. T'avais fait quelques recherches là, juste en antenne. Donc tu confirmes que James Cameron a dit que c'était. C'est les informations que j'ai trouvées sur Allociné, l'internet, etc. Donc il a annoncé qu'il aimerait bien faire peut-être 2 films de plus. Sur la relation entre les humains et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qu'on voit pas spécialement dans cet opus-là, en fait. Non, parce que c'est encore l'histoire de robots, hein, de fin de futur. Ouais. Je reviens dans le passé pour sauver le futur. Pardon, je vais dans le. Oui, je vais dans le passé pour sauver le futur. Pour sauver le présent qui sera le futur. Mais... Voilà, je me suis. Voyage dans le temps, quoi. Voilà, tu voyages dans le temps pour sauver le temps, finalement. Mais donc c'est mal exploité, en fait. Ça n'apporte rien. Alors, il y a plein d'idées intéressantes. Alors, on voit des moments de futur. Je vais pas trop en dire, mais on voit des petits moments de futur qui nous laissent dire, ça peut être intéressant. On voudrait en voir plus. Mais après, le film peut pas traiter que de ça, mais c'est pas assez pour, Après, si James Cameron a de l'idée donc du coup, dans la suite, si ça marche, si le film marche. La suite dans les idées, plutôt. Voilà. je pense que le film va marcher, je pense. Donc, il va sûrement y avoir des suites. Le Terminator Dark Fate, là, je suis pas certain qu'il marche, au-delà et visiblement, ils auraient les peu droits d'espérance qu'on avait dans le film. Ils auraient les droits que jusque fin 2020, donc c'est bizarre. Ah oui, alors là, faut qu'ils oui. C'est... Donc voilà, donc c'est vraiment dommage. Enfin, en tout cas, c'est vrai que James Cameron a fait beaucoup de promos, avait beaucoup vraiment dit, vraiment c'est la suite du 2, c'est la vraie. Après voilà, Terminator, ça fait un moment que la saga est partie en vrille, que ça part dans tous les sens, on sait pas trop où ça va aller, ça revient, ça change. On peut admettre qu'ils virent le 3, 4, 5, ok. Donc du coup, ils repartent après c'est un monument, le 2, c'est quand même un monument du cinéma qui est quasi parfait dans son genre. Et du coup, ok, on repart en arrière, on part à la suite du 2. Bah ouais, mais le 2 est quand même bien velu, quoi. Il y avait d'autres trucs qu'ils auraient pu effacer, mais ok, mais dans ce cas-là, proposez-moi quelque chose. Puis même, c'est Tim Miller à la réal. Le gars a fait Deadpool. Alors on n'aime pas le premier Deadpool, mais il y a un truc assez groovy, un peu cool, il y a des idées de réal. Là, il y a vraiment pas grand-chose. Et il filme ce qui est nécessaire de filmer. Voilà. Ça s'arrête là. C'est assez lambda. L'action est pas vraiment bien filmée. Et alors, on va parler du méchant. J'ai un peu de temps pour parler du méchant, pas longtemps, mais vas-y. Le méchant, alors, il a été critiqué parce que c'était un Mexicain, un peu banal, mais bon, je trouve que l'acteur fonctionne. Mais par contre, le principe du méchant, je crois que c'est montré dans la bande-annonce, son principe de se dédoubler. J'osais pas trop le dire au cas où, mais voilà, c'est inutile. Enfin, alors ça, c'est un peu le Deus Ex Machina, genre je peux me dédoubler et puis je peux vous tuer 2 fois du coup. Mais non, enfin, à la rigueur, faites quelque chose qui ait une faiblesse par rapport à ça. Dans Terminator 2, les limites du T-1000 sont exposées, c'est-à-dire il peut prendre la forme de quelqu'un qui tue, mais il peut pas créer d'armes à feu, il peut pas créer de trucs. Il a une certaine limite, même s'il est surpuissant. Et ben là, non, on a l'impression qu'il a pas de limite et puis voilà. Donc c'est en fait, ça manque d'écriture, ou du moins ça manque d'enjeu, ça manque de profondeur. Ouais. Voilà, moi je trouve que ça a manqué de ça, et parfois durant le film, t'as cette réaction qui arrive parce que il y a des choses qui sont pas forcément logiques ou qui sont déjà vues.
C'est un peu blasant comme film en fait. C'est-à-dire que moi je suis ressorti du film, j'étais blasé, j'ai fait voilà, j'ai revu encore un Terminator, un Genesis de la suite. Enfin, pas Genesis, c'est le 3, c'est l'équivalent du 3 grosso modo, peut-être avec plus d'effets spéciaux, plus de trucs, mais le 3, il avait au moins la volonté de créer une fin assez surprenante. Enfin, moi, elle m'a surprise. En tout cas, j'ai trouvé ça assez cool. Assez audacieux. C'était audacieux quand même. Oui, on va pas parler de la fin, mais voilà. Et là, en fait, limite, ce que je reprochais, c'est d'avoir fait beaucoup trop de promos autour du film. C'est-à-dire que si j'avais pas su qu'il y avait Schwarzenegger ou Linda Hamilton, je pense que rien qu'avoir ces deux surprises en regardant le film, j'aurais fait ah ouais. Bon, après, il y aurait eu bien sûr les défauts, mais. Mais au final, le marketing a un peu tué le film aussi, je pense. Il y a que la scène du début qui est vraiment surprenante parce qu'il y a personne qui en a parlé, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler parce que c'est la seule. S'il y a une raison pour voir le film, ça serait peut-être pour la scène d'introduction. Bon, je pense qu'elle est déjà sur YouTube, en filmée avec un téléphone ou tout, mais. Ouais, peut-être. Mais cette scène est mais après, cette scène en 2 minutes balaye vraiment les épisodes 3, 4, 5. Eh bien merci, du coup on va s'arrêter ici. C'est mieux. Terminator Dark Fate, je pense que voilà, on a assez dit de choses négatives sur le film. Franchement déçu et moi on ne retrouve pas vraiment une certaine force qu'avait le Terminator 4, donc Renaissance, mais on en reparlera lorsqu'on basculera sur la partie où on parlera des épuisements des franchises. Donc non, Dark Fate, non, voilà, ce n'est pas forcément le Terminator qu'on nous a vendu. C'est pas si mauvais que ça non plus. On en parle en mal, mais c'est parce que je pense qu'on avait des attentes très hautes. Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'on est déçu. Voilà. Mais je pense que si on le revoit avec juste des attentes zéro, en mode zéro, je pense peut-être que le film on le regardera différemment. Eh bien, pour clore cette critique post-musicale, et c'est Guillaume qui a eu cette idée. Ah ouais? Ah oui. C'est quoi? C'est quoi? Ah, faut que je le présente? Non mais, rien qu'avec la musique, on va comprendre. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler. D'ailleurs, Jeanne, tu pourras faire une petite chronique sur ce thème, je pense. Vu que j'ai pas vu les films, ça va être compliqué, hein. Alors, justement, juste en écoutant la musique, qu'est-ce que ça t'évoque, quoi? Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. On se retrouve dans 3 minutes pour parler des conseils pour les films d'horreur pour Halloween. Elle claque quand même, hein. Ouais. C'est bizarre qu'il utilise d'un hors norme quand même ce film. Du coup, c'est ça, c'est la bande originale de hors norme, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. C'est pas loin, ouais. Et je sais pas si c'est pas quand même une des meilleures musiques de film quand même composées. De l'univers? Non, composée, juste composée, pas de l'univers. Ah, il y a eu Pirates des Caraïbes, hein. Il y a une chronique dessus. Celle-là, il me semble. Déjà fait. Déjà fait, non? Ben oui. Ouais. Ah, puis dans le genre musique exceptionnelle, sur une chronique que tu as faite aussi, c'est Pacific Rim. Moi, on peut en parler des heures et des heures. Djawadi, je suis complètement fan de cette compo. Eh bien, Party Magazine, c'est parti. Il est 19h49, vous êtes en direct sur Radio Pulsar 95.9, on est là jusqu'à 21h pour parler de cinéma, on bascule sur la partie magazine de l'émission. Pourquoi je crie? Parce que la musique est forte. T'as pris un café? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris des M&M's, ça m'a boosté. Remets ton t-shirt. Moi aussi j'ai pris des M&M's, tout va bien, hein. Ouais, je sais pas, c'est à quoi les M&M's? Je sais pas. C'est au rissoufflé. Au rissoufflé. Donc on va parler de l'épuisement des franchises, à savoir si effectivement on assiste à un certain épuisement. Il y a ensuite ah bon? Il y a ensuite le quiz de Antoine qui va nous faire dans à peu près dans 1 heure. Wow, dans 1 heure le quiz, t'imagines? J'ai pas révisé. On a le temps. Moi non plus, j'ai pas révisé non plus. Ouais, mais t'es mauvais joueur. Ensuite, il va y avoir Alexandre du Cinéma Club FR qui va venir nous parler de son festival à Boulogne-sur-Mer. On va l'avoir d'ici quelques minutes. Et pour le moment, nous allons parler des films que l'on conseille pour Halloween, parce que Halloween c'est dans 4 jours, c'est jeudi soir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir manger devant vos bons becs d'Halloween? Qu'est-ce que vous allez pouvoir manger devant vos bons becs? Ouais. Pardon, devant vos films, pardon. Je ne pense qu'à la bouffe, Greg, c'est fou. T'as pas mis ça dans l'ordre. Je suis fatigué. Ah, il y avait pas d'ordre là, il y avait manger, bon bec, il y avait tout sauf du cinéma là. Parce que la bouffe c'est la vie. On vous a posé la question sur Twitter, à savoir si vous aviez des conseils à nous donner et à donner aux auditeurs pour Noël. Pour Noël, non, mais je vais jamais y arriver en fait. Pour Halloween, parce qu'en fait j'ai marqué. On peut avoir un remplaçant s'il vous plaît? J'ai marqué Noël sur mon ordi. Biche neuve. C'est ça les profs, ils pensent déjà aux prochaines vacances en fait.
Finis celle-là déjà. J'ai marqué Noël sur mon ordi. Donc pour Halloween, voilà, donc on les a récoltés, on va les dire, mais pour le moment, dans la pièce ici en face de nous, en face de moi, il y a par exemple des chroniqueurs, 3 personnes. Qu'est-ce qu'il y a dans les M&M's? Je sais pas, il y a que toi qui parle bizarrement. Alors, donc nos 3 films qu'on conseille pour Halloween. Je vais commencer par Antoine. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs? Eh bien oui, évidemment. Alors c'est pas forcément moi des films d'horreur au sens premier du terme, des films d'horreur, voilà, tout simplement. C'est des films fantastiques, un peu horrifiques, avec des figures de l'horreur quand même. Le premier, c'est un film que j'adore, d'un réalisateur que j'adore, espagnol. C'est Les Sorcières de Zugarramurdi d'Alex de la Iglesia, donc qui est un film inspiré d'un mythe basque. Donc voilà, on est sur un film avec des sorcières forcément. Alex de la Iglesia, pour ceux qui connaissent pas, c'est du cinéma espagnol fantastique, mi-glauque, mi-absurde. Quelque chose de complètement barré, souvent assez visuel et assez humoristique et en même temps assez cynique. Enfin, c'est vraiment un réalisateur qui est très intéressant. Il avait aussi fait Balada Triste, notamment, qui est un film avec des clowns. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas les clowns et qui veulent se faire peur aussi à Halloween, ça peut être une autre très bonne idée. Mais voilà, c'est vraiment un réalisateur que je trouve très intéressant. Et voilà, on est sur du fantastique, absurde, un peu glauque. Les Sorcières de Zugarramurdi, c'est excellent et voilà, ça fait pas fondamentalement peur, mais voilà, il y a plein de choses dedans et ça peut être très sympa. Ça fait ambiance Halloween. Oui, voilà, totalement. Le deuxième film que j'ai choisi, c'est un film de Don Coscarelli, c'est John Dies at the End. Là, on est sur un film, voilà. Si vous avez pris des M&M's comme Grégory a pris des M&M's, ce film est fait pour vous. Si vous êtes dans un état, on va croire que c'est du LSD à force. Si vous êtes dans un état tel que Greg maintenant, ce film est fait pour vous parce que c'est complètement absurde. C'est un film dans lequel justement 2 personnes vont prendre une drogue et ils vont se rendre compte qu'il y a une réalité alternative autour d'eux, peuplée de démons, de monstres complètement improbables. Donc voilà, c'est de l'absurde total. Par exemple, si vous voulez voir des morceaux de viande dans un congélateur se mouvoir, s'assembler pour prendre une forme humanoïde plus ou moins et attaquer des personnages. Voilà, on a ce genre de scène dans ce film-là. Donc on est sur quelque chose de complètement absurde. Moi, c'est un film que je trouve absolument génial. C'est du fantastique aussi. Et voilà, John Dies at the End de Don Coscarelli. Voilà, pour Halloween, pour quand vous voulez. C'est un film que je trouve vraiment génial. Et le troisième, c'est pas vraiment un film, c'est un diptyque deux films de 45-50 minutes. Donc du coup, ça fait 4 films. C'est God of the Dead de Thierry Poiron et Benjamin Rocher. C'est très bien. Avec Alban Lenoir notamment. Oui, vraiment, tu conseilles ça? God of the Dead. J'ai trouvé ça nul. Ah non, moi j'avais adoré. Voilà, si vous aimez le foot et les zombies, là vous en avez un combo des deux qui est peu pour le nord de la France. Si vous aimez le foot et les zombies, ce film est pour vous. Vraiment, moi j'avais adoré God of the Dead. Voilà, c'est deux petits, un petit diptyque là, 2 fois 45 minutes à peu près. Et non, c'est vraiment. Il me semblait que c'était plus long quand même. Pas beaucoup, ou alors 2 fois 1 heure peut-être, mais grand max. Ah, je croyais que c'était 2h30, 3h presque. Non, mais mais vraiment, ouais, avec Alban Lenoir qui est donc c'est français, avec Alban Lenoir qui est un acteur que j'aime beaucoup. Ouais, et voilà, donc un diptyque très intéressant aussi, God of the Dead. Voilà pour mes 3 films que j'avais choisis. 3,5. 4. Oui, donc ça fait 3,5. Eh bien, merci. Je vais en dire certains sur Twitter. Il y a par exemple Céline Bourdin qui nous dit Halloween de John Carpenter. Il y a Shining de Stanley Kubrick et La Mouche de David Cronenberg. Donc c'est ces 3 films et Halloween finalement des classiques et Halloween revient fréquemment dans les réponses des tweetos. On a aussi Guillaume Gass qui nous dit Halloween. Il nous dit aussi La Maison du Diable. Et il nous dit aussi Shining. On a aussi Eternity System qui nous dit Halloween de Carpenter toujours. On a The Thing de Carpenter et It Comes at Night. Qui est plus récent. Qui est sorti l'année dernière. Oui, qui est sorti il y a pas très longtemps. It Comes at Night, ouais, qui était un petit film qui avait beaucoup marché. Un film avec assez peu de budget. En 2017. Ouais, il est dans sorti. La forêt où je crois que la bande-annonce vendait encore du faux, non? C'était pas ça? C'est pas celui-là? Vendait un film d'action hyper vandale et au final c'était très lent, très. Oui, il me semble que c'est ça. Oui. Alors je me souviens plus de comment était trop construit la bande-annonce, mais c'est de Drew Daniels et ça avait bien marché à sa sortie. Et donc voilà, It Comes at Night, oui, qui est donc film de 2017, donc là beaucoup plus récent que
que les Carpenters ou Halloween. Guillaume, tu as réfléchi à quelques films? J'en ai trop. Ah, oh non, j'ai dit 3. J'en ai trop. Alors déjà, non, mais dis-moi. Je lui en donne un déjà parce que moi j'en ai que 2. Donc. Non, c'est moi qui t'en donne un plutôt. Tu m'en piques un. Ouais. Non, Ça- non, ça vas-y, va, je t'en mets un Ah, de ouais. plus, comme ça t'en as 4. J'en ai vraiment beaucoup. Il faut arrêter les M&M's en fait. Alors déjà, s'en sort plus. premier truc, pour Halloween, essayez de vivre une expérience un peu différente. Donc n'allez pas à Disney ou quoi, mais sortez de votre zone de confort quand vous regardez un film d'horreur déjà. Moi, c'est le conseil que j'ai. Donc, c'est-à-dire que chez soi, on connaît les bruits, on connaît tous les trucs. Donc voilà, louez un petit gîte avec des amis au Pays Basque, je sais pas où là, et dans une vieille grange, et regardez vos films d'horreur. Et là, le moindre bruit autour de vous, le moindre oiseau va déjà prendre beaucoup plus d'ampleur. Donc ça, c'était l'idée. Et mais moi, je suis parti sur dans le top 3 projet Blair Witch. Oui, parce que c'est un alors là, traumatisme. si tu pars avec des potes dans une grange et que tu regardes Projet Blair Witch, Allez le voir dans une forêt. Et non, non, le projet Blair Witch, j'ai vraiment été traumatisé par ce film. Et c'était pour moi un des renouveaux un peu du genre horreur parce que c'était beaucoup sur la suggestion et sur le son. Et ça, voilà. Parce Très qu'il peu y de a- budget aussi. Et surtout, C'est pour ça que le film a marché. Comme j'allais le dire, il y avait peu de budget. Et c'est finalement quand il n'y a pas beaucoup de budget qu'on se révèle être vraiment inventif. Et ça. Projet Blair Witch, ça marche, hein, en C'est fait. ça. Ça et marche. Greg, Même tu n'étais aujourd'hui, peut-être ça pas marche. né, tu n'étais peut-être pas né, mais à l'époque, dans les premières ciné live, etc., il y avait la pub pour ce film, c'était clairement, ils ont joué à fond sur issu d'une histoire vraie. De quoi j'étais pas né? J'étais né, moi. C'était 98, je crois. Il était Oui, mais- 98, il est sorti. 99. On vérifie? On vérifie. Et je pars avec un point au quiz en plus si j'ai gagné. Ok, très bien, on fait comme ça. Donc, Je pense que. Bon, bref. Non, si. non. Moi, c'est 99. 99. Ah, bon, mais tu pars avec un point en plus alors. Je pensais que c'était 98. Mais voilà. Et donc, toutes les pubs, Marque un c'était. point, s'il te plaît. Marque un point. On a retrouvé les VHS de ce groupe de reporters qui sont allés chercher des infos sur la sorcière de Blair Witch. Et voilà, je trouvais que, tout à l'époque, c'était assez novateur et ça avait moi, ça avait vachement bien fonctionné en tout cas. Donc voilà, un des premiers films. Après, un peu plus, pas grand public, mais un peu plus mainstream, je suis parti sur L'Armée des Morts de Zack Snyder. Oui. J'adore Snyder, je suis un grand fan. Donc, je Et ne Greg peux que aussi valider. adore Snyder. Mais J'adore. et voilà, ça fait partie pour moi des bons remakes qui ont été faits sur des grands films. Voilà, alors l'original de Romero a peut-être un tout petit peu vieilli, mais voilà, celui-là je le trouvais vraiment bien avec des zombies qui couraient. J'avais pas vu beaucoup de films de zombies à l'époque, mais c'était assez surprenant aussi. Et voilà, casting qui fonctionne bien, tout qui fonctionne bien. Donc voilà, petit film sympathique. Et Un dernier Un dernier. Puisque t'as le film de Jeanne. Ouais. Alors, j'hésite entre deux, mais c'est un peu le même univers. C'est The Ring ou The Grudge. Ok. Qui, ça, typiquement, dans une maison qu'on connaît pas, dans le noir, etc. La version japonaise ou la japonaise, version japonaise. Enfin, The Ring. Enfin, même si les deux sont des bonnes adaptations, enfin des bons remakes. Les versions japonaises, il y a vraiment un truc encore plus malsain, je trouve. Enfin, c'est vraiment perso, mais. Bah oui, mais après The Ring de Gore Verbinski était plutôt intéressant. Ah oui, c'est pas un mauvais film, c'est un film correct, mais voilà. Et The Grudge, il y avait Sarah Michelle Gellar quand même qui était chouette. Du coup, on continue. Donc sur Twitter, on vous a demandé. Il y a aussi, par exemple, Zarkan qu'on avait reçu il y a quelques semaines. Il nous dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que je me souviens, j'ai vu son tweet et ça me fait beaucoup rire. Il dit donc Cannibal Holocaust, le premier film found footage, si je puis dire. Il y a aussi le Serbian film et il nous conseille aussi The Human Centipede 3, le 3, et il dit à voir en famille, bien sûr. Voilà, le petit commentaire en plus. J'ai le droit de citer des mentions supplémentaires ou pas? Bon, vas-y. J'avais mis The Crow parce que ça se passe à Halloween et que le film est vraiment très cool. Alex Proyas. Ok. Donc regardez-le s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Après la saga Scream, en oubliant la série, voilà, la saga Scream de Wes Craven parce que c'est très cool. Et quand on les a pas vus, c'est vraiment une bonne surprise. Ça a pas trop vieilli. C'est très cool. Après, j'avais mis des Tucker and Dale Fight le Mal. Ouais, ça c'était bon ça. The Visit de Shyamalan. Enfin voilà, j'en avais d'autres, mais là ça suffira, je pense déjà. On a aussi Guillaume Boucaud qui nous dit Les Innocents de Jack Clayton. On a aussi La Maison du Diable de Robert Wise et il nous suggère aussi Dead Snow 2. Voilà, ce sont pas forcément des films qui sont connus, ou du moins qui sont récemment, n'importe quoi, qui sont souvent cités sur des tops. Raison Donc plus pour il les nous conseille conseiller. cela.
J'avais Pardon Tusk Raison de aussi. plus pour les conseiller. Raison de du coup. plus donc pour les conseiller. Tusk aussi de Kevin Smith. Et moi, Bien malsain. moi pour ma part, je vais dire Sinister. J'adore ce film avec Ethan Hawke. Je trouve que, enfin, c'était vraiment l'une des peut-être seules fois où j'ai vraiment flippé au cinéma. Je veux aussi dire The Mist de Frank Darabont. Pour moi, je l'ai vu à Halloween, donc pour moi c'est un gros traumatisme ce film The Mist, surtout pour la fin. Et voilà, et pour la déconne, Shaun of the Dead. Ouais, Voilà. bah, je l'avais noté aussi moi Pour la dans déconne. dans les choix potentiels, parce que c'est vrai que j'aime bien du coup l'idée de choisir des films qui sont pas forcément des films qui font peur, des films dans un univers horrifique, mais qui sont pas forcément des films qui font peur, parce que moi je suis pas trop dans le délire de me mettre devant un film glauque, vraiment peur, malsain, tout ça. Halloween, je préfère un truc un peu plus léger où on rigole et on mange des bonbons justement. Ah ouais, ça c'est le côté plus ça, trop l'esprit américain. Aussi parce que je suis une mauviette. Ça doit jouer. Pour finir, Kebab Archimède, Halloween 1 et Halloween 2 de Carpenter et de Sing aussi qui nous propose. Et on a Assez Maudit qui nous dit Midsommar pour le Il trip. était aussi. Pardon Il était aussi dans ma liste, mais elle est trop longue. Midsommar donc pour le trip, il nous dit aussi Child's Play pour 2019 pour le fun, et il nous dit aussi Insidious pour la peur. Insidious, c'est vrai que celui-là m'avait marqué dernièrement dans les films d'horreur plus ou moins récents, et j'en avais parlé d'ailleurs la semaine dernière, notamment pour la scène du babyphone, parce que c'est le genre de truc qui me passe partout, qui me hérisse l'épaule. On finit avec Jeanne, tu veux? Bon, on peut, hein. Allez, vas-y, on finit avec toi. Non, parce que moi, j'avoue que je suis un peu une mauviette aussi. Je regarde pas les films d'horreur. Donc c'est vrai que moi, il y a un film que j'ai découvert vraiment il y a pas longtemps, et je pense que, enfin, de toute façon, je vais me le refaire à Halloween parce que j'ai réservé ma place. Donc c'est Zombieland. Ouais. Et du coup, Zombieland, il y a le 2 qui sort la semaine prochaine, mercredi. Et CGR donc organise une soirée Zombieland avec 1 et 2 à suivre, et du coup je vais faire les deux soirées, enfin je vais faire les deux films. Donc là c'est vrai que Zombieland j'ai découvert il y a pas longtemps, ça m'avait fait extrêmement rire, et du coup j'ai vraiment hâte de le revoir. Et après sinon dans le côté original, on va dire, je vais mettre L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon, c'est original, pareil, un classique, il y a littéralement le mot Noël dedans, mais moi je trouve que l'ambiance Halloween est quand même bien représentée dedans. Donc voilà, pour moi c'est ces deux-là. Eh bien merci Jeanne, on va s'arrêter ici. J'en avais encore un sinon, mais... Bon, j'en avais encore 3, mais sinon. Sans un bruit. Sans un bruit, oui, très bien. Et moi j'avais Opéra de Dario Argento, Frankenhooker de Frank Onenlotter, parce qu'il est très drôle aussi, avec une tondeuse qui tue des gens, et Warm Bodies de Jonathan Levine pour le côté romance avec des zombies et tout. C'est un film que je trouve excellent aussi, donc voilà. On va s'arrêter ici. On va voir s'il y a Alexandre avec nous qui nous entend. Bonsoir. Oula. Hop, attends, je passe un petit peu. On l'entend. Bonsoir Alexandre. On l'entend. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Salut. Tout va bien? Bah oui, ça va très bien. On va se faire une petite pause musicale Alexandre, d'accord? Après on te reprend pour que tu puisses nous parler de ton festival. Super. Ok, on va s'écouter donc le thème d'Halloween. Parce que voilà, on a parlé d'Halloween. Voilà, donc je pense que c'est dans le thème. Ouais, ça va. Ouais, ça passe. Blasé le mec. C'est quel bouton? C'est ce bouton? C'est celui-là, ouais, c'est bon. Ouais. Et il fait vraiment flipper ce thème. On se retrouve dans 3 minutes. On va parler avec Alexandre pour son festival à Boulogne-sur-Mer. Donc c'est un thème composé par John Carpenter, bien sûr, on le précise. Hein. Oui. Oui, parce que... Quelle culture, Greg. Oui, mais... non, mais je le savin, ça va. Tout le monde le sait. Je le savais depuis 3 minutes, quoi. Ah là là là. On accueille Alexandre. Allô? Oui, allô? Oui. Tu vas bien, Alexandre? Très très bien, et vous? Eh ben, ça va très bien. Tu nous appelles d'où? De Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Ah. Dans le nord de la... C'est les ch'tis. Donc Dawn of the Dead, ça te parle ou pas? Malheureusement, oui. Bah, touché. Du coup, est-ce que toi, tu as un top 3? Parce que, alors, non. Mettons un peu de contexte. Alexandre, voilà. Donc tu fais partie du blog Cinéma Club FR, qui est spécialisé dans les films d'horreur. Bien ça. C'est ça? Ouais, j'ai bien pris mes leçons. Bravo. Ouais. Ça fait combien de temps que tu tiens ce blog? On a fêté les 8 ans le 11 octobre dernier. Pas mal. Et joyeux anniversaire. Et pour être franc avec toi, je j'aurais jamais cru
tenir un blog aussi longtemps. Donc c'est surtout aussi grâce à mes auteurs, voilà, donc je leur fais des gros bisous. J'espère qu'ils m'entendent aussi ce soir à la radio. Et voilà. Donc c'est aussi grâce à eux et aussi grâce aux visiteurs et aux fans donc, de la page Facebook, voilà, qui nous suivent depuis très très longtemps maintenant. Donc 8 ans, ouais, c'est assez dingue quand même. Alors du coup, dans ton blog, tu proposes que des critiques ou il y a... Voilà, explique-nous un peu ce que propose ton blog. Alors ce qu'on fait en fait, c'est oui, effectivement, on fait comme tous les blogs donc de films et donc de films d'horreur en général. C'est donc surtout écrire donc des critiques de films d'horreur ou des séries, mais vraiment tout autour donc de la pop culture horrifique. Et depuis quelques temps, donc depuis 3-4 ans maintenant, nous proposons aussi surtout un format donc vidéo. On essaie donc de récupérer des pépites venus de YouTube ou d'autres donc sites où ils proposent des vidéos en fait en rapport avec la pop culture horrifique, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui a créé un personnage dans les Sims qui ressemble à un personnage donc de film d'horreur, on va donc le mettre en avant. On va aussi mettre en avant aussi les personnes qui analysent des scènes de films d'horreur ou alors une franchise en général. Mais voilà, tout passe, on va dire, exclusivement par la vidéo. Voilà. Ok, et alors, tu es là pour nous parler donc de ton festival Boulogne Horror Show, exactement. Ça fait combien de temps que ce festival existe ? Ça fait 4 ans que c'est la 4e année cette année et en fait on est super ravis donc de pouvoir faire ça encore cette année. Ça prend beaucoup de temps à réaliser parce qu'au-delà donc des 3 films que l'on propose cette année, à savoir Les Griffes de la Nuit, Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar et Une Nuit en Enfer, il y a aussi toute une partie animation et décorum. C'est dans un ancien cinéma vintage qui s'appelle donc Les Pipeaux, donc qui n'est plus vraiment un vrai cinéma. C'est plus une salle donc de théâtre, d'échange et donc cet aspect un peu vieillot vintage en fait crée vraiment une atmosphère vraiment ancien cinéma, film d'horreur et ça apporte donc du cachet à la soirée. Du coup donc, ça revient à ce que disait Guillaume en fait il y a quelques minutes sur le fait qu'il faut sortir des endroits habituels pour vraiment s'offrir à des casser endroits sa zone de confort. Voilà, tout simplement. Exactement. Et donc c'est une salle donc c'est un ancien petit cinéma et en fait donc on crée vraiment des animations en plus des films. Donc là cette année nous avons pris donc le thème de Freddy Krueger, donc les deux premiers films sont donc Freddy 1 et Freddy 3 et nous avons voulu créer une animation en part entière en créant un personnage qui s'appelle Freddine Krueger, qui est en fait la cousine de Freddy Krueger, voilà. Et donc elle va donc faire peur en fait aux nombreux spectateurs qui seront présents le 31 octobre à Boulogne-sur-Mer. Mais ça c'est prévu qu'elle fasse peur ? Est-ce que c'est prévu parce que c'était marqué sur les affiches qu'elle allait faire peur ? Parce qu'en fait tu viens de spoiler un peu. Non, même sur le site, c'est marqué. Sur le site, c'est marqué. Là pour hanter les cauchemars de nos spectateurs. Et elle sera bien là, elle sera bien là, pour les faire peur et elle sera accompagnée de ces petites filles, voilà, donc qui joueront aussi avec les spectateurs. Voilà, c'est vraiment tout un décorum, vraiment toute une atmosphère qu'on recrée en plus des films. Voilà, et elle se déguise en jumelle de Shining. Comment? Les deux filles là se déguisent en jumelles de Shining? Non, en fait, ce sont en fait des petites filles qui ont été donc kidnappées dans les rêves par Freddine. Ah, je croyais pour du vrai, moi. Alors, on les a kidnappées il y a 2 mois et figurez-vous que ça marche bien. Sur mer et voilà, les gens les recherchent. Si vous les cherchez, elles seront au Boulogne Horror Show, donc. C'est ça, exactement. Non, puis du coup, en plus des films et du décorum, comme tu l'expliquais, des décors, des animations, il y a aussi d'autres choses. Il y a du jeu vidéo, des présentations de jeux vidéo d'horreur. Il y a des quiz. Il y a aussi beaucoup d'autres animations en plus dans cette soirée, dans cette journée presque du Boulogne Horror Show. Ouais. Exactement, c'est vraiment une nuit, mais c'est vrai aussi, donc on commence dès lors à l'après-midi, à 14h, on propose avec l'association OSCOP, qui est une association boulonnaise, tout un thème, donc jeux vidéo et horreur, et en fait, donc c'est gratuit, ouvert à tous, enfants, parents,
et donc ils vont pouvoir donc jouer à des jeux vidéo, donc que ce soit anciens ou nouveaux, et donc tout ça avec la bonne humeur qu'on a à chaque fois donc dans le Boulogne Horror Show. Et le soir aussi, donc également en plus des animations et des films, il y aura un quiz grâce à nos partenaires, donc c'est-à-dire comme ESC de distribution, Oh My God, Elephant Film, et aussi des partenaires locaux. Ils vont offrir plus de 1400 € de cadeaux, donc qui seront donc je viens. reversés Sympa. à travers un quiz. Ah oui, très, c'est vraiment énorme. Et, Mais comment t'as fait pour avoir tout ça? Ah bah ça Comment se travaille. Il a Hein, kidnappé des enfants, il t'a dit. Il y en a qui rend, il y en a qui rend pas. Comment t'as fait? Ça doit être un boulot monstre. C'est alors un boulot monstre jusqu'à la fin, parce que donc en fait avec toute l'équipe, donc on est 2 associations, hein, donc le Cinéma Club FR et la tête dans les images, et nous avons aussi des bénévoles en plus qui se rajoutent effectivement d'autres associations à nous, et on a commencé ça en mars dernier, à créer donc toute la programmation, les animations, les décors, la recherche de partenaires. C'est très très compliqué, et aussi nous démarchons aussi donc des acteurs, c'est-à-dire américains, français, qui sont en fait nos parrains. C'est-à-dire qu'en fait ils diffusent une vidéo, ils nous envoient une vidéo en fait à destination donc du public pour le soir. Et cette année, donc, nous avons Olivier Alfonso. Je sais pas si vous connaissez, c'est le réalisateur du film Girls with Balls. Il est aussi maquilleur d'effets spéciaux. Il a bossé pour Grave, pour Leatherface. Il nous a donc envoyé une petite vidéo à destination du public. Il y a aussi Brittany Allen, qu'on a pu voir dans Dixo, dans What Keeps You Alive, qui est un très bon film aussi, donc, de genre. Et il y a aussi, Josh Stolberg, le scénariste de Jigsaw et du prochain Saw, le 9e film. Ah ouais, mais comment tu fais pour avoir tout ça? Le talent, je pense. Non, souvent en fait au culot, c'est souvent comme ça que moi donc j'ai commencé et qu'on a créé donc le BHS. C'est vraiment avec du culot. C'est donc sur leur Twitter, sur leur Facebook. En généralement, quand on commence à discuter avec eux, voilà, certains sont très amicales, et puis comme ça, en fait, de fil en aiguille, ils voient que voilà, on est habité par une passion, et puis ils disent ok, d'accord, on vous envoie ça, et puis ça leur fait plaisir aussi d'être entouré donc de fans français aussi. C'est vrai que on n'est pas une aussi grosse communauté qu'aux US en termes de fans du film d'horreur, mais c'est vrai qu'ils ont envie aussi, je pense, d'avoir des fans étrangers, et donc c'est super plaisant. Et pour revenir à Josh Stolberg, c'est exclusif et c'est inédit. C'est qu'il va donc nous envoyer en même temps des images du tournage donc du 9e film de Saw. Voilà. Donc les 140 personnes qui viendront au PH cette année pourront voir donc quelques petites images du tournage de Saw 9. Tu les as vues? Bon, encore, je les ai pas encore reçus pour être franc avec toi. Et je devrais donc les recevoir ce soir ou donc demain. Tu veux pas partager? Vas-y, partage. Mais non, faut aller au festival. Mais prends ta place pour le festival et. Fais-toi inviter. Il reste des places ou pas? Il me reste très très peu. C'est grâce à la Fnac qui propose donc la billetterie. J'y suis passé la semaine dernière et il n'en restait que 5 sur les 140. Donc ça s'est vendu très très rapidement parce qu'en fait les gens au fur et à mesure des éditions sont venus en fait aux précédentes éditions. Ils savent voilà ce qu'on propose. Pour 15 €, on a 3 films, des animations, un beau décor, des cadeaux à gagner, plus de 1400 € de cadeaux à gagner. On a aussi donc des vidéos exclusivement tournées pour les spectateurs donc du Boulogne Horror Show. Et il faut aussi savoir qu'entre les films, on propose les boissons et les confiseries offerts à volonté. À volonté? Ah ben là c'est bon, Greg il vient de réserver son billet là. Voilà. Voilà. Et les pains et les viennoiseries et les cookies à la fin de la soirée, à la fin de la nuit. Alors du coup, s'il y a 3 films diffusés, ça s'éternise jusqu'à quelle heure? En plus avec les quiz et les animations surprises, parce qu'on veut aussi créer donc de la surprise pour nos spectateurs. Ça finit généralement à 4h30 du matin, et nous, les bénévoles, peut-être 5h30, 6h. Donc en fait, les gens sont là de 14h jusqu'à 4h30 du matin? Alors en fait, non,
la soirée commence à 21h. En fait, toute l'après-midi, c'est vraiment une activité à part entière. C'est de 14h à 16h30. Voilà. Parce que donc c'est gratuit. Et après, à partir donc de 21h, c'est vraiment donc la nuit Blonde Horror Show. Et je voulais revenir sur les anciennes éditions. Tu as eu aussi Paco Plaza, le réalisateur de REC. Enfin, l'un des réalisateurs de REC. C'est incroyable. Oui. L'année dernière, on a eu 5 parrains. C'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, on était donc arrivé avec 0 et je me suis dit mais comment je vais faire et en fait, on a eu Dana Di Lorenzo, celle qui joue Kelly Maxwell dans Ash vs Evil Dead, une super bonne série, qui nous a fait une vidéo mi-français, mi-anglais, qui durait 3 minutes, mais elle s'est donnée à fond. C'était vraiment magnifique. 3 minutes, c'est quand même énorme. C'est sympa de sa part. Ah oui, très très, et c'est gratuit. Enfin, c'est vrai que pour toi, ça te paraît incroyable, Greg. C'est par pur amour en fait, donc du genre et du public français. Donc c'est super incroyable. Et c'est vrai que Paco Plaza, avait fait une très bonne vidéo aussi. On a eu Mathieu Turi qui avait fait le très bon Hostile. On avait eu Harry Lehmann, celui qui joue dans Vendredi 13, qui sort en fait donc de l'eau à la fin du film, qui joue en fait donc le monstre à la fin du film. On avait donc diffusé en avant-première européenne le fan film Never Hike Alone, qui est très très bien, qu'on a donc diffusé en VOSTFR et qui est donc disponible légalement sur YouTube. Il faut impérativement que vous voyez donc ce film. C'est Never Hike Alone. C'est un fan film donc basé sur la franchise Vendredi 13. Voilà. Et c'est vrai que c'était quelque chose donc d'assez énorme, et c'était sur les zombies. L'année dernière, donc on avait proposé donc Never Hike Alone, REC, forcément, et Ash vs Evil Dead, le premier épisode, et je me souviens plus. Ça fait longtemps maintenant. C'est un an, ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a des parrains que tu rêves d'avoir pour les prochaines éditions, des personnalités comme ça que toi t'adores et que tu rêverais de réussir à avoir comme parrain? Wes Craven, Toby Hooper, tous ceux qui sont morts. Et sans les 7 boules de cristal, alors qui est-ce que tu voudrais vraiment Je voudrais avoir. Alors déjà donc ça va pas être objectif et pas par rapport à la programmation que je vais faire, mais je suis fan donc de la saga Scream, et si je pourrais avoir Neve Campbell, ce serait assez hallucinant. Et pourquoi pas Kevin Williamson, le scénariste? Oui, aussi, ce serait très bien. Comme ça, on pourrait même aussi donc proposer un petit direct sur Skype en proposant une petite session fin de questions-réponses par rapport à la franchise. Ce serait vraiment très très bien. Ce serait très très bien. Et ben, c'est quoi l'année prochaine? Tu programmes ça. Tu nous invites et on fait venir. Non. Non, ça va être compliqué. Le gars s'emballe. Je vous invite avec grand plaisir. Voilà, ce serait avec grand plaisir. De vous inviter à la prochaine édition, mais donc réellement. Est-ce qu'il y aura des M&M's? Parce que Greg, il a un problème. Non, des Pringles surtout. Il y en aura beaucoup trop même. Est-ce qu'il y a un report, enfin une vidéo de résumé de la soirée, journée, tout ça après ou pas? Alors en fait, depuis donc les premières éditions, donc c'est vrai qu'on manquait un peu de moyens, donc techniques, visuels. C'est vrai qu'on avait quelques petites photos, et à chaque fois, donc vous pouvez voir donc les vidéos des précédents parrains. Vous pouvez donc les voir sur les sites donc du Cinéma Club. Il y a un petit onglet avec Blonde Horror Show. À chaque fois, donc il y a chaque année avec quelques petites photos, un résumé de la programmation et à chaque fois la vidéo des parrains. Et cette année, donc nous allons vraiment investir beaucoup sur la vidéo et les photos parce que les animations vont être très très sympas. On va vraiment entrer dans l'horreur et dans le rire. Et tout sera donc tout ceci donc sera filmé et diffusé après donc sur le site cinemaclubfr.fr. Ok. Merci. Greg voulait dire un truc, mais vas-y Greg. Non, c'est parce qu'en fait, il te demande ça, Guillaume, parce qu'en fait, il est éducateur à l'image et il fait souvent ce genre de prestations. Non. Je passe pour vraiment. C'est la page contact du site. Alors, s'il y a Kevin Williamson, je viens l'année prochaine. Il est 20h23, il se passe un truc, hein. Là, une prestation dans une semaine, t'es à Boulogne-sur-Mer, Guillaume. Ah, bah écoute, je suis chaud. Moi. Bon. Merci Alexandre d'être venu. Avec grand plaisir. Et merci à vous en tout cas. Merci Greg. Mais avec grand plaisir Alexandre. À bientôt. Et bon festival. J'espère que tu vas bien t'éclater cette année. Ah, j'espère. Mais je pense que ça va être donc le cas. Merci Alexandre. Bisous. À bientôt. Merci. Salut. Salut Alexandre. Salut. On va se faire une petite pause. Ah non Alexandre, t'es là Alexandre.
Ah non, il est parti. Ah non, en fait c'était lui la prochaine musique. Non, j'avais oublié. Alors, il nous a proposé une musique, donc du coup extrait de Scream 2 qui s'appelle You Lucky Day in Hell et c'est le groupe Hills. Et on écoute ça et on revient d'ici donc 3 minutes pour parler de ces fameuses épuisements de franchise, si je puis dire. Vous êtes bien à l'écoute de Tea Time Ciné sur Radio Pulsar 95.9. Merci de nous écouter. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions en podcast sur le SoundCloud. Vous pouvez aussi, dès à présent, les retrouver sur YouTube. Il suffit juste de taper Tea Time Ciné dans la barre de recherche et vous pouvez les retrouver. Et nous allons de suite parler en fait de ces fameuses franchises qui ne cessent de pulluler sur Fast and Furious. Dans Terminator, dont on a parlé aujourd'hui, c'est à cause de ce film qu'on a eu cette idée de débat sur les franchises qui reviennent, qui font toujours un film de plus, un spin-off, un machin, et qu'au bout d'un moment... Et donc du coup, la question qu'on se pose, ça commence à gonfler. Faut savoir s'arrêter. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment est-il nécessaire de toujours surenchérir au niveau des franchises? Je vais du coup me tourner vers Guillaume parce que c'est toi qui as eu l'idée vraiment de ce sujet. Alors c'est vrai qu'on peut prendre l'exemple de Terminator qui aurait dû s'arrêter peut-être au 2, peut-être au 3 ou même au 4. Moi j'aime bien le 4. Moi je pense que le 4 en fait était peut-être une petite conclusion à la saga parce que le 4 permettait vraiment d'apprécier et de voir et de visualiser et de se rendre compte de ce fameux post-apocalyptique, en tout cas de ce après le jugement dernier. Et je trouve que le Terminator Renaissance aurait pu, en tout cas, clore la saga. Voilà. Donc, et après est arrivé Terminator Genesis et Terminator Dark Fate. On connaît les qualités de ces films, en tout cas pour le 5e volet. Les qualités? Non, les défauts. On connaît pas les qualités de ces films. Oui, on connaît les qualités, mais du moins, on interprète comme on veut la phrase. Hein. Ouais. Et pour moi, c'était ironique, ce que je voulais dire. Ah, voilà, c'était ironique. Donc, on reconnaît les défauts de ce film, voilà, si tu veux, vraiment du premier degré. Voilà, donc c'est vrai que est-ce vraiment nécessaire que Hollywood, marche sur ses franchises et les piétine en fait, en faisant des opus, plusieurs opus. Je pense que je vais clore le débat très rapidement. En fait, il faut qu'il y ait des films quand ils ont des choses à raconter. Merci. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée. On passe au quiz d'Antoine. Donc. Non, mais pour moi, clairement, ce nouveau Terminator n'a pas grand-chose à raconter. Donc c'est pour ça que, pour moi, ils épuisent un peu la franchise. Donc c'est ça qui est problématique. Les films du MCU, ça commence à être vraiment la même chose aussi. Les origin story, on a eu chaque personnage introduit dans le film a eu son origin story. À part Black Widow, mais c'est le prochain film qui sort. Enfin voilà, ils savent plus quoi faire pour. On est étouffé par ces trucs-là. Donc Jeanne a très bien parlé de Fast and Furious. C'est pareil. Là, dans le genre, j'ai rien à raconter. Hobbs & Shaw, c'était grandiose quand même. Mais pour le coup, c'est vrai que Hobbs & Shaw, c'est peut-être un peu le canard le chat noir, le canard d'un peu de côté de cette saga, parce que le canard boiteux, voilà, c'est cette expression que je cherchais. Aussi à parler. Oui, effectivement. Je suis pas le seul dans le vilain petit canard, le vilain petit canard, le canard boiteux de cette saga, qui pour moi, qui est justement un des exemples un peu bizarres sur ce débat-là, c'est que, alors, les Fast and Furious ont toujours très bien marché, mais c'est vrai qu'ils sont partis sur quelque chose à la base qui était très entre guillemets, du front, enfin les nouveaux le sont aussi, mais qui étaient peut-être un peu plus tuning, course, voiture, bolide, voilà, belle femme dénudée qui roule, voilà, très cliché. Et ils ont petit à petit varié sur le film d'action complètement absurde et grandiloquent, dans le sens, enfin, tellement gros que ça en devient débile, mais en même temps que c'est fun. Enfin, il y a vraiment une transformation au fil de la série qui fait que pour moi, elle est limite devenue plus intéressante après que cette transformation-là ait eu lieu. Donc pour moi, c'est un peu un cas particulier. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste parce que finalement, il y a énormément de types de franchises différentes. Il va y avoir les franchises adaptées comme les Harry Potter, où là, c'est
c'est dur de critiquer le fait qu'il y ait 8 films vu qu'il y a eu 7 bouquins. Donc voilà, il y avait de la matière derrière. Et on voit que finalement là où ça commence à se casser la gueule, c'est quand il y a plus de bouquins derrière et qu'ils sont en train de faire les Animaux Fantastiques, et que le 1 était plutôt sympa et que le 2 a déjà plus rien à raconter, et on est vraiment plus que sur des effets spéciaux. Après il y a des franchises comme les Terminator, qui sont des franchises entre guillemets originales pour le cinéma, où là effectivement il y a on se rend compte que petit à petit en fait ils en font pas parce qu'ils ont quelque chose à raconter, mais parce que là, on rentre dans quelque chose qui est très contemporain, c'est cette espèce de nécessaire besoin de nostalgie, de ressortir à la pioche de leur tombe les vieilles franchises parce que c'est les années 80, c'est les années 70. On vise les papas, c'est à la mode. Voilà, les papas qui veulent éduquer leurs enfants en disant c'est le film que je regardais quand j'étais. Pas vrai, Guillaume. Et donc là, et donc là, c'est vrai qu'il y a pour moi il y a très peu de cas où ça finit en bon film. J'avoue que j'en ai pas trop en tête là comme ça, mais des vieilles franchises qui sont ressorties un peu pour faire des reboots ou des Indiana Jones, le dernier Indiana Jones. Et dans la thématique, il est cohérent, mais après dans la réalisation, le tout numérique, il est très casse-gueule quoi. Donc c'est compliqué. Alors Fast and Furious, je trouve que c'est intéressant parce que comme tu dis, voilà, il y a une vraie modification. Il y a une évolution. Mais ils ont toujours des choses à proposer, à regarder, tu vois. En termes d'action, tu veux dire? Ouais, même visuellement, il y a des trucs. C'est invraisemblable. Faut pas y aller en se disant je veux voir un truc réaliste. Mais on a vu des voitures tomber d'avions, des voitures qui volent avec des parachutes. On a vu poursuite entre un sous-marin et une voiture. Voilà, c'est des trucs. Voilà. On a vu une voiture sauter d'un immeuble à un autre à Dubaï. On a vu des trucs invraisemblables. Mais moi, je suis fan de cette saga. Mais putain, le 8, c'est pas possible, quoi. Ah, le sous-marin, le 8 est quand même pas très bon. Le 8, non, le sous-marin qui sort là, elle m'a énervé cette scène. Moi, je la trouve sympa. Moi, je sais pas, j'ai pris mon kiff dans cette scène. Oh là là. Voir Dwayne Johnson essayer de dévier un missile. Ouais. Je trouve ça kiffant. Alors, le 8, il y a la scène de l'avion avec Jason Statham qui est rigolote avec le gamin. Le gamin, mais parce que celle-ci est très bien réalisée en fait. Oui. Cette scène, elle est. Mais Fast and Furious, c'est le 7, réalisé par James Wan. Non, oui, c'est le 7. Oui. Celui-là, la scène d'intro, moi je m'en sers, c'est un cas d'école. Elle est vraiment fabuleuse cette scène d'intro. Ce plan séquence dans l'hôpital. Où, en fait, c'est l'introduction du film. On te rappelle, t'as tout à savoir en 3 minutes de film, réalisé de manière hyper intelligente. Voilà, ils arrivent à faire des trucs qui fonctionnent. Mais voilà, Fast and Furious, c'est le bonbon qu'on a tous les 2 ans. Voilà, c'est un peu comme les Star Wars maintenant, c'est pas mal réalisé, il y a des choses intéressantes, des choses qu'on n'aime pas. Bon, mais si Star Wars, je pense qu'après le 9, ils vont arriver à un épuisement qui va c'est faire ça. Alors moi aussi, c'est vrai que cette nouvelle trilogie Star Wars là, avec le 3e qui va sortir en décembre, moi j'aime bien cette trilogie, je la trouve intéressante. Il y a des choses à dire, même si alors effectivement il y a toujours un peu ce format de boucle qui revient avec des choses qu'on a déjà vues dans les 2 premières trilogies. Mais moi je suis quand même assez curieux de la fin, et je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau, notamment dans les derniers. Enfin moi, tout l'arc d'Obi-Wan, c'est que justement je trouve vraiment vraiment très intéressant. Il y a des choses que je trouve très très belles dans cette trilogie là. Après effectivement là il commence à partir dans le too much avec les séries qui arrivent, une autre trilogie encore qui est plus ou moins prévue pour après. Ouais, mais alors ça se passe à une autre époque, donc clairement les Skywalker. Oui, je fais du Greg là. Les Skywalker, voilà, on va passer à autre chose, et dans ce cas-là, l'univers Star Wars est super riche, tu vois. Ouais. Donc pour moi, Star Wars, le Seigneur des Anneaux, il y a des choses à raconter encore. Mais non, et le 8 en fait, moi j'ai beaucoup aimé le 8. Alors je vais peut-être me faire taper sur le doigt, mais au moins il propose des choses nouvelles. Ah, voilà, Antoine est en train de s'énerver. Non, mais il prend des risques avec la saga. Son ordi a planté. Mon ordi est en train de mourir, et donc pour le quiz juste après, il va falloir le régler. Tu connais par cœur. Bien sûr. Donc voilà. Et donc pour revenir sur l'idée des franchises, en fait, faut vraiment qu'ils aient des choses à raconter. Enfin, les Die Hard, c'est une franchise qui est problématique. Le 4, moi j'aime beaucoup le 4, mais après, c'est bien qu'ils aient annulé quoi. C'est bien qu'ils aient annulé les Die Hard, parce que le 5 est une véritable catastrophe. Mais du coup, tu finis sur un mauvais truc quoi. Le 5, c'est
c'est une calamité le 5, c'est une Ouais, catastrophe. Après, Bruce Willis, c'est un peu problématique à Hollywood en ce moment aussi, donc là, c'est autre Oui, chose. Mais... c'est autre chose. Mais moi, le 4, je le défends parce que je l'ai revu récemment, il est repassé il y a pas longtemps. Vraiment, je trouve que Die Hard 4 est dans la parfaite lignée, si je puis dire, de la saga Die Hard. Le 5, il n'y a rien qui est en corrélation avec le reste de la franchise. Et le 5, c'est la suite de trop. C'est pas forcément un épuisement de cette franchise. Je trouve que c'est la suite de trop. Parce qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de nouvelles idées, alors que dans le 4, le 4 se passait 12 ans après le 3. Et en fait, du coup, Mike Klein, pardon, voilà. Se confrontait finalement à la société actuelle, donc avec tout ce qui était informatique, alors que lui, c'est une bille totale. Oui, et moi, je trouve que cette idée colle. Dans le 5, la seule idée originale, c'est que ça se passe en Russie. Mais ça s'arrête là. Et qui est son fils à la rigueur. Mais alors, le souci du 5, je te l'ai dit tout à l'heure, vient de cet acteur qui a pourri tout ce qu'il a touché. Oui, Jay Courtney, je crois. Jay Courtney. Jay Courtney, voilà. Terminator Genesis, il est dedans. Suicide Squad, il est dedans. Enfin, il y a qu'à regarder sa filmographie. Tout ce qui touche, ça, c'est pas terrible. Alors, je sais pas si ça vient forcément de lui, mais moi, c'est un acteur avec lequel j'ai un peu de mal, mais ouais, il est pas top. Voilà. Mais c'est problématique, quoi. Après, il y a des cas particuliers sur les franchises. Il y a des franchises qui, pour moi, sont, je pense, increvables. Ça va être les cas de Sherlock Holmes, par exemple, de James Bond, où là, il y a même pas besoin de se renouveler, en fait. Le postulat est tellement à la fois basique et simple que... alors, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont différents, il y en a qu'on peut aimer, qu'on peut ne pas aimer. Mais ça, pour le coup, je pense que c'est des formules qu'on pourra reprendre jusqu'à dans 50 ans encore, et que ça pourra toujours marcher parce que ça tient sur une figure et ça c'est des cas particuliers où voilà, oui. ça fait des années que ça dure et ça pourra encore durer des années, et je pense qu'on n'est pas matraqué dans tous les sens. Enfin bon, oui. Chaque fois qu'un James Bond sort, voilà, mais il y a quand même pas mal de temps qui se passe entre, tu vois, compare les écarts de sortie entre James Bond et Fast and Furious. Oui. Fast and Furious, c'est une saga qui a 20 ans, même pas 15 ans, et ils en ont déjà sorti 8 plus un spin-off. Alors James Bond, il y a le 25e, 26e, là c'est le 25e qui va sortir, mais ça a commencé il y a 60 ans, 50 ans. Donc ça fait un tous les 2 ans aussi. Après il y a un contexte, c'est que c'est un Pierce renouvellement. Brosnan a sorti, ils ont épuisé Pierce Brosnan, ils ont fait des mauvais films. Du coup là c'est un épuisement des acteurs du coup. Ouais, voilà. Mais ce qui est bien avec cette saga James Bond, c'est que il y a un renouvellement tous les 10-15 ans. Oui, voilà, ils ont changé souvent d'acteurs. Puis les styles de films changent un petit peu aussi, se modernisent, et il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ça. Une saga qui s'épuise pas trop aussi, c'est Mission Impossible. Au contraire, je trouve qu'elle se bonifie. Voilà. Elle se bonifie. Il y a toujours 2-3 trucs que j'aime pas trop dans cette saga, mais bon, ça, voilà, faut que je m'y fasse. Mais non, Tom Cruise apporte beaucoup à la saga, et puis c'est pareil, il y a beaucoup de générosité. Mais encore une fois, ils font des films quand ils ont des choses à raconter. Mais le vrai problème, j'en reviens, j'avais commencé là-dessus tout à l'heure, mais je pense que moi c'est vraiment une des choses qui fait, c'est la mauvaise, le mauvais point de base, c'est se vouloir forcément s'attaquer à quelque chose de nostalgique, aller repêcher des franchises qui datent des années 70, 80, 90, ou même qui sont un peu plus récentes, mais qu'on va repêcher juste pour en tirer le côté nostalgique. Alors qu'on n'a pas fondamentalement, comme tu disais, grand chose à raconter de plus dessus, qu'on n'a pas d'idée originale particulièrement nouvelle. Tu penses à quoi? Ghostbusters? Ça peut être Ghostbusters, ça peut être justement Tais-toi. Jurassic World, je suis désolé, effectivement, pour moi il y a pas. Il y avait des choses à raconter, mais je pense qu'ils n'ont pas raconté forcément les bonnes choses. Ils ont raconté ce qui a déjà été raconté un peu plus moderne, en variant quelques trucs. Alors oui, il y a de la génétique dans le premier Jurassic World, mais grosso modo, c'est des choses qui ont déjà été abordées dans les autres films et qui sont pas mieux abordées. Je dis pas que les films sont nuls, mais quand t'as vu les précédents, voilà. Donc là, il y a la musique en fond, Indiana Jones aussi. Le dernier, j'ai très peur pour le 5e aussi, même si c'est Spielberg, tout ça, mais bon, ils annoncent que ce sera le dernier visiblement. Ils annoncent tout le temps ça. Pour Terminator aussi, ils annonçaient que c'était le dernier, mais a priori, d'après James Cameron, il en a prévu deux plus. Voilà. Mais il y a pareil, SOS Phantom 3 va sortir l'année prochaine, le vrai, donc rien à voir avec le remake féminin. J'ai rien contre le remake féminin parce que il est pas mauvais,
il passe, mais c'est tellement en dessous du monument que peut être SOS Fantôme 1 ou 2. Voilà, là le 3 sans Reitman, j'ai un peu peur quand même, mais si tout le casting original est là, sauf lui, alors ils vont certainement lui faire un petit clin d'œil, genre il va apparaître en fantôme, ils vont pleurer ou un truc comme ça. Ça peut être intéressant à la rigueur, s'ils exploitent la mort du vrai créateur de la saga. Ça peut être intéressant de faire quelque chose par rapport à ça, de faire un hommage. Après, il faut que ça tienne autour aussi, quoi. Mais Donc en fait, ce qu'on veut, d'après ce que je comprends, c'est qu'il y ait plusieurs films d'une franchise qui sortent, aucun souci, mais il faut que ça apporte en fait finalement des choses nouvelles. C'est ça en fait que vous dites. Ouais, pour moi en tout cas. En tout cas, pour moi je te rejoins parce que c'est tout l'intérêt de faire des suites. Si c'est pour raconter toujours la même chose, ça sert à rien. Alors qu'effectivement, si on peut amener une franchise à explorer tout son univers, mais là il y a aucun souci. Je vois par exemple les Animaux Fantastiques 2, il y a du potentiel derrière. Il y a du potentiel, c'est fait tellement n'importe comment. C'est nul. J'ai beau être un fan c'est une bande-annonce en fait. J'ai beau être un fan du coup de la franchise Harry Potter, de tous les bouquins, tous les films, même s'il y en a que j'aime un peu moins bien que d'autres. Mais c'est vrai que les Animaux Fantastiques, moi j'avais énormément aimé le premier. Je trouvais qu'il introduisait vraiment bien cet univers-là. Il y avait des choses intéressantes qui étaient développées. Dans le 2, ils sont partis dans tous les sens. Il y a à la fois trop de choses et pas assez. C'est très très bizarre. Ils sont pas assez exploités. Le souci, c'est que c'est un deuxième film et que. Mais qu'est-ce que ça va raconter au final ? Raconte-nous des choses. Les Animaux Fantastiques 2, pour moi, c'est ça. Il y a les 20 dernières minutes où il se passe des trucs, mais voilà. Mais tout le reste, j'avais l'impression de revoir encore le 1 qui installe bien, comme tu dis, un peu l'univers. Mais j'ai pas bien aimé le 1, mais par rapport à ça, il apporte des trucs. À la fin, on dévoile le méchant, etc. Ok. Et le 2, le méchant, maintenant, dans le prochain film, il va faire ça. Oh non, montrer des choses. Non, faut montrer, faut pas. Puis, ils sortent les films tous les 3 ans, 4 ans, donc c'est long aussi. Tu vois, là où Matrix à l'époque avait sorti les 2 films en 6 mois d'écart, tu vois, il y a des choses qui sont intéressantes. On n'aime pas, mais au moins ils prennent pas les gens pour des pigeons, quoi. Ils sortent tout d'un coup, comme le Seigneur des Anneaux. Parce que c'est réfléchi, ouais, comme le Seigneur des Anneaux. Les Anneaux tous les ans, voilà, c'est les Star Wars tous les 2 ans, on le sait, voilà. Mais parce que j'ai l'impression qu'en ce moment ils tâtonnent, tu sais, ils se demandent est-ce que le film va marcher. Si le film marche, on enclenche la suite. Et je sais pas s'ils pensent finalement à la suite, suivant le succès. Oui. C'est aussi un des problèmes. Je pense que c'est l'un des problèmes. Les films sont pas forcément pensés avec leur suite, mais c'est ça. On fait un film qui suffit plutôt à lui-même, et puis on voit après. Mais on te met quand même quelques petits biscuits pour dire il y a peut-être un 2. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de films, en fait, même où il y a que des 1, ça ouvre toujours sur un 2. Toujours pour le potentiel, comme tu disais, le producteur qui dit, ouais, c'est ouvert, on peut, si ça vous a plu. Pour dans 20 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. On peut refaire des trucs. Et c'est là où j'aimais bien aussi le fait d'avoir des films un peu fermés à l'époque. Ouais. Tu vois, SOS Fantôme 1, ça te dit pas, en fait, il y a un truc qui se coule dans les égouts de New York qui va te faire que dans le 2. Non, mais le film est fini. Il y a aussi, parce qu'à cette époque-là, on avait beaucoup d'idées. Je trouve qu'en ce moment, depuis quelques années, en fait, Hollywood n'a plus beaucoup d'idées. En fait, je pense pas qu'il y ait plus d'idées, c'est qu'il y a trop de films qui sortent. On n'a jamais fait autant de films que de nos jours, en fait. Et en France aussi, tu regardes les sorties des années 80, parfois il y avait 3 films qui sortaient, 4 films. Là, on en a quasiment 10 chaque semaine, donc c'est compliqué. On va s'arrêter ici. En tout cas, très bon débat. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. On va se faire une petite pause musicale, dernière pause musicale avant qu'on puisse faire le quiz d'Antoine. Il est prêt ou pas? Il est là? Oui, il est là. C'est bon? T'as récupéré ton ordi? Tout va bien. Et c'est Jeanne pour la dernière musique. Oui, c'est tiré d'Abominable, c'est Everest de Rupert Gregson Williams. Et on se retrouve d'ici... Non, c'est pas mon ventre qui gargouille. Et on se retrouve d'ici 3 minutes pour le quiz d'Antoine. Ne bougez pas les enfants. De retour dans Titem Ciné sur Radio Pulsar, merci d'être avec nous. Il nous reste 12 petites minutes avant que vous puissiez retrouver l'émission Atmosphère sur Radio Pulsar 95.9. Et nous finissons l'émission par le fameux jeu. Le Tea Time Contest, effectivement, le test pour savoir si les chroniqueurs sont au courant de l'actualité cinématographique du moment. Des questions, des citations, des déclarations, 1 point par bonne réponse. Et ce soir, comme certains soirs, on va faire chacun pour sa pomme.
Et Greg a déjà un point, c'est ça d'un côté, Oui, Jeanne j'ai un point. et Guillaume et Grégory. Effectivement, je lui ai noté tout à l'heure, il avait donné une bonne information, donc Merci. 1 point. Voilà, ça lui permettra peut-être de ne pas finir dernier. Je suis on imbattable verra. niveau année de sortie, chiffres, je suis imbattable. Je vois ça. Eh bien, on va voir si sur les citations et déclarations, tu es imbattable aussi. Là, j'ai pas révisé. On commence directement. Voilà, première déclaration, première citation. Je cite. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans le MCU qui n'ont pas l'expérience d'une franchise aussi importante. Je connais ce genre de grosse franchise créant un monde à part avec une imposante communauté de fans et pour toutes ces raisons, je suis à la fois excité et terrifié. C'est quelqu'un donc qui va rejoindre le MCU dans un prochain film, quelqu'un qui a déjà joué dans une Kit grande... Harington. Kit Harington, bonne réponse de Guillaume. 1 point donc pour Guillaume. Kit Harington donc, qui nous vient Sans les mains. de Game of Thrones et qui va rejoindre Marvel pour jouer le Chevalier Noir Ah oui, dans les Eternals. The Eternals. Exactement. Donc voilà, 1 point pour Guillaume, 1 point pour Greg, 0 pour Jeanne. Petit point box-office, tiens, pas de déclaration. Oh merde. Je Là, l'avais je suis fait une chaud, fois, là. ça fait très longtemps. Je suis chaud. Là. Chacun va me donner une réponse, le plus près à gagner. À combien d'entrées était Joker à minuit mardi soir après 2 semaines d'exploitation? Dans le monde ou en France? En France. Greg. Enfoiré. Pourquoi tu commences par moi 2,450. Jeanne. 2,375. Guillaume. J'étais à 2,3 millions et des bananes, donc je vais dire 2 millions. Allez, 2 millions. Non, je crois que c'est 1,23 la semaine dernière et. Allez, 2 millions 42. 2 millions 42, t'avais dit quoi, Greg? T'avais 2 dit millions 4? 450. 450, eh bien c'est Greg qui remporte ce point, puisque le Joker était à 2 835 365. Il était à 1,5 million et quelques après la première semaine. Et 1,23 je crois. Donc, ouais. Donc voilà, 2 points pour Greg, 1 point pour Guillaume. Nouvelle citation, nouvelle déclaration. La nouvelle version du Roi Lion a été une grosse déception, car je trouve qu'ils ont raté la musique. John Favreau? Non, c'est Non, ce n'est pas John Favreau. C'est Zimmer. Ce n'est pas Zimmer, c'est Attends. une personne qui avait travaillé sur la musique du Ah, Roi c'est Lion. Elton John. Elton John, bonne réponse de Guillaume. Elton John qui n'a pas aimé J'ai pas révisé cette semaine. le nouveau film moi non plus. de Favreau, donc Le Roi Lion. Il ajoute que la magie et la joie ont disparu. Voilà. Il a pas tort. C'est quand même, voilà. Mais- La magie et la joie. Hello, darkness, my old friend. Mais disons que oui, c'est vrai que les musiques, en tout cas les chansons dans ce film, ne valent pas forcément elle le coup. fonctionne, mais Elle bon, fonctionne, après, mais c'est la mise en scène du film ne les met pas en valeur, en fait. Mais bon, ceci est un autre débat encore. 2 points pour Guillaume, 2 points pour Greg et 0 points pour Jeanne. Prochaine question. Prochaine citation, pardon. La seule vraie façon de combattre les brutes, c'est de le faire avec humour. La comédie est une arme très très importante contre le sectarisme, la haine et l'intolérance, et nous devons continuer à l'utiliser parce que c'est un excellent moyen de désarmer les personnes belliqueuses et de créer suffisamment de failles dans leur système de croyances. C'est un réalisateur qui parle de son prochain film dans lequel un jeune enfant allemand vivant à l'époque nazie se crée un ami imaginaire sous les traits d'Adolf Hitler lui-même. Ah, c'est Oui. Taika Waititi. Oui, Taika Waititi. Taika Waititi. Bonne réponse de Jeanne. 2 points pour Greg, 1 point pour Jeanne, 2 points pour Guillaume. On enchaîne du coup. Citation. Je suis pas très performant là. C'est un personnage complexe. Je ne pense pas que je pourrai un jour jouer un vrai héros. J'ai toujours besoin que mes rôles aient un petit quelque chose qui ne va pas. Je crois que c'est parce qu'un de mes yeux est plus petit que l'autre. C'est un acteur qui va jouer un Forest Whitaker. super héros. Ce n'est pas Ça vaut un Forrest. demi-point. Là, ça vaut 3 points là. Ce n'est pas Forest Whitaker. C'est un acteur qui va jouer un personnage complexe effectivement, un super héros. Edward Norton? Non. C'est Pio Marmaille Pio Marmaille, non. Non. Ce n'est pas un acteur français. Il tiendra Chris Hemsworth. non plus. Il tiendra un rôle dans un film à venir de Matt Reeves. Ah, Robert Pattinson. Robert Pattinson, bonne réponse de Jeanne. Robert Pattinson qui parle donc de Batman et qui parle aussi de ses yeux. Voilà, a priori il a un œil plus petit que l'autre. C'était Robert Pattinson. Égalité totale après 6 questions. Enfin 5 questions en plus le point que Grégory tu avais avant. 2 pour Greg, 2 pour Jeanne, 2 pour Guillaume. C'est très serré aujourd'hui. On enchaîne du coup. Les sardines.
Enlève plus un point, s'il te plaît. Ah oui, on il n'est perd pas son loin point, du moins. il perd son point. Alors, moins 1 point, mais plus 1 point pour le Forest Whitaker, donc tu restes, tu restes avec 2 points. Vous êtes très gentil. On enchaîne du coup. J'étais vraiment surpris que les critiques flinguent notre film, parce que le public, lui, a vraiment apprécié. Et tant de gens l'ont James vu Cameron. et ont compris qu'il s'agissait d'un film de super-héros juste fun. Donc C'est j'étais Frère un peu Rousseau. surpris. Tim Miller. Je ne sais pas à quoi les critiques s'attendaient. Les frères Rousseau. Ce n'est pas Tim Miller, ce n'est pas les frères Russo, c'est un film qui est sorti cette année ou l'année dernière d'ailleurs. Je ne sais James Wan. plus. C'est dans l'univers de Spider-Man, on va dire. Ah, ben le réalisateur de Venom. donc Ruben c'est Fleischer. Sony. Ruben Fleischer, Ruben Fleischer, bonne ouais, je crois. réponse de Jeanne. Ruben Fleischer, donc parlant du film Venom. Voilà, il a été surpris que les gens flinguent le film. Il l'a vu ou pas? Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu. Dans son genre, j'avais trouvé ça plutôt sympa, c'est-à-dire un film d'action comique. Voilà, pas Ça aurait sérieux. pu être mieux. Moi, j'avais Un aimé. tout petit peu mieux. Ça aurait pu être mieux. On enchaîne du coup Jeanne qui passe devant donc 3 points pour Jeanne, 2 Pour points une pour fois. Greg et Guillaume. Prochaine citation. Je pense que ce film va réconcilier les fans de King et de Kubrick. Durandal. Non, Ewan McGregor. Ouais, Evan McGregor, bonne réponse de Grégory. Evan McGregor donc qui va reprendre le rôle de Danny Torrance dans Dr. Sleep de Mike Flanagan, suite donc de Shining de Kubrick, adapté du livre Dr. Sleep de Stephen King, suite de Shining de Stephen King. Voilà, vous avez compris. Donc ça sort la semaine prochaine. Oui. Si on met les mots dans le bon ordre, on devrait s'en sortir. Retour à Batman. On a parlé de Batman il y a quelques secondes. C'est une information que j'ai donnée la semaine dernière. D'ailleurs, Paul on va Dano. voir si vous écoutez. Alors non, on connaît donc du coup effectivement l'acteur qui jouera l'homme mystère, Paul Dano. On connaît aussi Zoé Kravitz. Zoé Zoé Kravitz. Catwoman, Zoé Kravitz. Bonne réponse de Guillaume, qui a été le plus rapide à dégainer. Zoé Kravitz, donc qui jouera le rôle de Catwoman, pardon. 3 partout. C'est encore très serré ce soir. T'es là, Greg, ou pas? Ah oui. Ça va très bien. On enchaîne. Hein. On Oui, enchaîne. vas-y. Prochaine citation. Donc 3 partout. Netflix a plus investi dans Roma cinématographiquement qu'aucun label ou aucun studio ne l'aurait fait. Ils ont propulsé un film de langue espagnole en noir et blanc partout dans le monde et dans les salles de cinéma. Il se passe beaucoup de choses grâce à Netflix. Scorsese. Ce n'est pas Scorsese, Non. c'est effectivement quelqu'un qui rebondit sur la polémique actuelle sur Netflix Bah, et Cuarón. les salles de cinéma. Ce n'est pas Cuarón, c'est un acteur, réalisateur aussi désormais, puisque un de ses films va sortir prochainement. Pas sur Netflix d'ailleurs, il me semble qu'il sort en salle, je ne suis plus sûr. C'est un acteur qu'on a vu jouer chez Ang Lee notamment, puisque Ang Lee est Edward un Norton. peu dans l'actualité. Edward Norton, bonne réponse de Grégory. Edward Norton donc qui Je l'ai lu tout à l'heure. salue le travail de Netflix et qui en profite pour mettre une couche d'ailleurs dans une interview aux salles de cinéma. Qui ne mettent pas les films avec la bonne luminosité ou qui mettent les films dans des conditions pas forcément optimales. Et donc voilà, il dit que si les salles en pâtissent, c'est aussi un peu de leur faute. Donc voilà, c'est l'avis d'Edward Norton. On continue. 4 points pour Greg, 3 points pour Jeanne, 3 points pour Guillaume. Et il me reste une question. Donc voilà. Hein, Allez, Ça vaut 2 points. Je vais tout donner. on va dire qu'elle vaut 2 points, effectivement, comme ça. Mais Comme non. ça, celui qui gagne cette question, finalement, remporte ce quiz très serré. Vas-y, on voit. Donc, citation. Ma première scène était cette séquence de masturbation féroce. C'est toujours sympa d'entamer un tournage par quelque chose d'énorme. Alors, j'ai été énorme pour cette première prise. Shia LaBeouf. Ce n'est pas Shia le bœuf, le baouf. Le baouf. C'est un acteur qui parle donc voilà d'une scène dans lequel il joue dans un film à sortir. C'est un film qui sort le 18 décembre prochain en France, mais qui a priori n'est pas forcément un film de Noël à voir en famille. C'est Maktoum machin là, My Love? Non, c'est Pas du tout. Pas du tout. Mektoub. Pas du tout. Maktoum, My Love. C'est un acteur dont on a parlé récemment. Qui va jouer dans... Edward Norton. Non, ce n'est pas Edward Norton. Forest Whitaker. Il va jouer dans un film de Robert Eggers,
Donc, qui sort le Robert 18 décembre. Pattinson. Robert Pattinson. Dans The Bonne Lighthouse. réponse de Jeanne qui On sent qu'elle a des posters dans sa chambre. Quand même. qui va donc Non, remporter. c'est Robert Eggers qui m'a mis sur la voie, c'est tout. Qui remporte donc Jeanne qui remporte ce quiz Bravo. avec Jeanne. 5 points finalement puisque ce point comptait double. Donc voilà, Robert Pattinson à l'affiche de The Lighthouse de Robert Eggers qui sort le 18 décembre prochain en France, qui est un film que j'attends assez impatiemment pour cette ma première part. scène. Et alors je n'étais pas au courant, mais a priori effectivement la première scène sera intéressante, je ne sais pas, mais curieuse, ça c'est sûr. Donc voilà, une scène dans laquelle a priori Robert Pattinson est énorme. C'est lui-même qui le dit. Eh bien, toutes mes félicitations, Jeanne. Bravo. Tu es la gagnante de cette semaine. Non, Tu as la perte humble. Mais Pour une fois. Pourquoi pour une fois? Alors qu'il y a eu une question box-office en plus, quoi. Oui, c'était pour moi celle-ci. Mais félicitations, Jeanne. On va se quitter ici, les enfants. Merci Jeanne, merci Antoine, merci Guillaume. Il y a Atmosphere qui est en train de se préparer pour son émission jusqu'à 23h sur Radio Pulsar. Et pour le moment, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, prenez soin de vous et surtout, allez voir des films parce que c'est très important pour la santé Mentale. Allez, bisous les enfants, la semaine prochaine. 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 Enfants, la semaine prochaine.